Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. OK, on vient de joindre la gang de pirates pour le live. La gang du Prime, vous êtes déjà salués parce qu'on vous parle depuis plusieurs minutes. Vous êtes déjà réchauffés. La gang du live, bienvenue. Profitez de la belle journée d'aujourd'hui. J'ai pas regardé la météo à court et moyen terme. J'essaie de pas être influencé par la météo, mais je sais une chose. C'est que depuis quelques jours, il fait beau, on est bien. Et n'écoutez pas les gens qui vous font à croire que c'est dangereux puis qu'il fait chaud comme ça se peut pas. Le feels like, en fait, le temps humidex, le temps... On utilise moins humidex, hein, Jerry? C'est plus ressenti. Exact, c'est plus ressenti. Donc, on nous parle de 37 degrés. Quand j'ai vu la nouvelle hier, j'ai pitonné, puis j'ai écrit à quelqu'un à Montréal. J'ai dit, puis, ça a l'air que vous êtes en train de cuire. L'expression de la gauche pour nous raconter comment la Terre file. Il dit, comment ça? Ben, j'ai dit, vous êtes en train de cuire. J'ai dit, dans les médias, on nous dit que vous ressentez 37 degrés. Il m'a répondu, du moi, je sens rien. Bon, c'est ça. Il dit, c'est ça. Il dit, j'ai fait un esti de beau barbecue, puis C'est life doux, is good. puis c'est correct. Ben oui, C'est ça, life is good. Ah non, ils sont complètement sautés sur le crank. Ils sont sautés sur le crank. Il arrive il y a une tornade quelque part en Iowa, on le sait. Il arrive... Ben, c'est un peu comme quand ils partent sur quelque chose, c'est l'enfer. Là, tous les avions Boeing sont checkés à sa boule au complet. Avant, on n'était pas au courant de ça, là, qu'il y avait un avion de Singapore Airlines qui aurait pu pogner une zone de turbulence au point que l'avion est viré de bord et qu'il y a quelqu'un de mort dedans. Avant, et je dis avant, je parle pas d'il y a 30 ans. Là. Il y a quelques années, je veux dire, on n'aurait pas su ça. Là, maintenant, on doit savoir tout ça, puis... On a l'impression qu'il se passe plus de choses que ça n'en est jamais passé. La réalité, c'est qu'il se passe rien. C'est bizarre à dire, mais c'est quasiment rassurant que l'avion reste dans les airs. C'est ça l'histoire. Oui. Il y a ça de l'autre bord. Oui, il y a le verre moitié vide puis le verre à moitié plein. Ouais, tu dis tabarnache, les avions, c'est bien fait pareil, ça tient en haut. Oui, malgré la turbulence. Voilà. Malgré la turbulence. Donc, c'est très safe. Mais c'est pas la game qu'on veut jouer. On est sur la game de peur. Donc, mon buddy qui me dit non, il dit, moi, je file rien. Je file juste le barbecue en ce moment, puis il fait beau. Life is good. Donc, profitez-en. Les oiseaux de malheur, regarde, comme dirait l'autre, fuck yous. Donc, aujourd'hui, c'est. J'en parlais un peu plus tôt avec la gang du Prime. C'est mon tournoi de golf pour pas la fondation, mais les œuvres Jean Lafrance. Les œuvres Jean Lafrance, belle grosse maison avec plein de jeunes là-dedans qui ont une deuxième chance et grâce à des donateurs qu'on a dans différentes activités, dont mon tournoi de golf. Et je vous annonce en primeur qu'on va remettre un chèque dans quelques minutes de 60 000 dépassés. Donc, on a dépassé de 5 000 le montant de la dépassée pour ces jeunes-là qui ont besoin, comme je vous disais, d'une deuxième chance. Et Jean et son équipe font un job extraordinaire, donc d'essayer de ramener ces jeunes-là vers le droit chemin. C'est incroyable. Puis merci aux donateurs, parce que sans vous, c'est souvent les mêmes dans des petites régions comme Québec, Montréal, c'est peut-être un peu différent. Il y a peut-être plus de gens avec des moyens, mais Québec, les gens qui ont le moyen de donner, c'est toujours les mêmes qui sont sollicités ou à peu près. Donc, à vous, vous avez un grand cœur. Les gens sont durs avec les riches. On est toujours en train de dire que vous ne payez pas assez d'impôts, que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. La réalité, c'est que de par ce genre d'activité-là, j'en croise beaucoup de gens qui ont de bons moyens. Et une fois qu'ils se sont payés tout ce qu'il y avait à se payer, puis qu'ils se sont gâtés un peu, ce sont les gens les plus généreux que vous pouvez rencontrer. Donc, je tiens à les remercier. Puis, regarde, plein de monde. Hier, j'avais 2 places qui se sont libérées. Finalement, on a comme vendu 4 places au lieu de 2 en l'espace de quelques minutes. On était comme fourré un peu, mais on a arrangé la patente. Donc, Alain, qui est un bon pirate, est salué également. Donc, c'est lui qui m'a appelé hier, m'a dit « Hey, Sébastien puis moi, mon ancien voisin, on va remplir tes 2 places, on y va. » Donc, 300 pièces la shot qui s'en vont pour les jeunes. Denise the Beautiful, notre chum Denise the Beautiful, qui est notre ami en premier et notre collaborateur pour parler de toutes sortes d'affaires, entre autres de business et de politique américaine. Denis, avec Marlene, est dans le coin de Kelowna. Il adore le coin de Kelowna parce que sa maison est en construction dans le coin d'Ottawa. En fait, pas Ottawa, mais L'Orignal, près de Hawkesbury.
Et il a décidé, pendant que les rénovations étaient sur le point d'être terminées, de prendre son char et faire un road trip vers l'Ouest canadien. Tant mais le fun, ça. Et le trip l'a amené partout. Il y a bien des places qu'il a trouvées un peu plates, je veux dire. Mais je pense qu'il a aimé beaucoup la région de Kelowna. Oui. Et il a été prendre une photo sur la pancarte de Osoyoos. Osoyoos, pour les gens qui sont des vieux pirates, vous savez que pendant un an et demi, je vous ai écœuré avec le fait que je voulais prendre ma retraite à Osoyoos, qui est le point le plus chaud au Canada. Le seul désert au Canada est à Osoyoos. Il y a des cactus. Mais l'histoire, c'est que à l'époque, on regardait le prix des maisons ou des de condos. Ouais, c'était pas pire. Les prix étaient vraiment intéressants. Puis là, on se disait, c'est une place pour les décaisser, comme on dit. Ouais, exact. Mais là, il est arrivé de quoi? Tout le monde, je pense que tout le monde a eu la même, tout le monde a eu la même idée. Et les maisons ont comme doublé. Et ça, c'est avant le blitz de COVID. C'est comme arrivé en... Oui, c'est avant. Comme arrivé en 2014, 2015. C'est comme plein de gens qui ont découvert Osoyoos, Kelowna, ces coins-là. Donc, je veux saluer Denis, parce que Denis a acheté un foursome à 1200 pièces avec son grand cœur habituel. Et hier, il me dit, il dit là, t'as pas oublié de remplir mon foursome. Je dis, quoi? Ben, j'avais dit quand j'ai acheté que tu allais t'occuper de le remplir. Finalement, c'est que la gang des œuvres Jean Lafrance c'est les gens du CA qui vont remplir ces 4 places-là. Donc, merci à Denis. Merci à tout le monde, en fait. Merci pour les jeunes. C'est bien apprécié. Puis, on est bien fiers de ça. On est bien fiers de ce qu'on fait. Il y a tellement d'organisations, il y a tellement de gens qui s'occupent de plein de monde. C'est tellement incroyable de voir comment les gens sont sollicités maintenant pour donner un coup de main. On pensait qu'on était dans une société qui payait énormément d'impôts pour justement s'occuper de beaucoup de monde comme ces gens-là. Et on s'est rendu compte que finalement, c'est le plus grand arnaque de l'histoire. C'est qu'on est taxé à l'os et on est imposé à l'os. Et on ne sait pas trop où cet argent-là va. Mais on sait une chose, c'est que les gens qui ont besoin ont vraiment besoin et n'ont aucune aide, ou à peu près. Donc, ça prend des organisations comme ça pour amasser des fonds puis faire des choses qui sont des choses concrètes, contrairement à ce que le gouvernement fait. Le gouvernement, c'est un taker. C'est des grandes mains pour prendre, des petites mains pour donner. Donc, c'est des gens qui n'ont pas trop de cœur. Ce sont carrément des bandits. Carrément, le gouvernement, la machine gouvernementale, les villes, etc., les takers, sont des gens qui n'ont aucun cœur. 0, 0, 0, 0. Ils sont là pour le bebel, ils sont là pour enrichir l'ogre. Et quand on a besoin de n'importe quoi, soit dans un hôpital, pour une maison, il y a une petite subvention qui arrive, mais c'est rien par rapport aux besoins. Donc, c'est souvent des donateurs et ces gens-là se font écœurer régulièrement dans les médias par les politiciens, les journalistes, les chroniqueurs, comme de quoi qu'ils ne font pas leur part. Bien, je veux juste les défendre parce que ils portent notre société au bout de leurs bras. D'abord, par les sacrifices qu'ils ont faits pour bâtir leur richesse, souvent via une compagnie qui a eu des débuts modestes où ils se sont mis à risque, etc., puis qu'ils ont travaillé fort, 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 sans salaire pendant quelques années. Et à un moment donné, ça se met à lever, cette affaire-là. Ils deviennent enviés de plusieurs, mais malheureusement, on oublie le bout où ils ont failli tout perdre, qu'ils n'ont pas mangé à leur faim, qu'ils vivaient, même dans certains cas que je connais, des gens qui ont vécu pendant des mois dans leur voiture. Aujourd'hui, avec leur Aston Martin, ils ont l'air à flasher. Mais les mois où ils vivaient dans leur voiture avec un sac, personne ne se rappelle de ça. Et aujourd'hui, ce sont des donateurs qu'on écœure à tout bout de champ, qu'on pense qu'on ne taxe pas assez. Pourtant, quand on regarde, je pense que c'est 20 des plus fortunés de la société qui fournissent à peu près 90 de l'argent qu'on a besoin. Donc, imaginez-vous quand on est dans le 1 ou 2 qu'on est capable de donner à des bonnes œuvres. C'est habituellement à peu près 1 ou 2 de gens plus riches qui donnent quelque chose comme 20 ou 25 des recettes fiscales qu'on a besoin pour donner des services à la population. En fait, pas de services à la population, mais bien plus des salaires, des fonctionnaires, des conditions que même les entrepreneurs aimeraient donner à leurs employés, ils ne sont pas capables. Donc, c'est un monde un peu injuste dans lequel on est. Mais oublions ça pendant quelques minutes, juste saluer ces gens-là qui ont un grand cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, donc, je vous le disais, superbe température. On nous a dit 37 degrés hier. Le temps ressenti canadien, c'est une des plus grosses arnaques. Je pense que quelque part, l'année passée ou il y a 2 ans, Carlos Ramirez nous avait exposé le scam derrière cette histoire-là. Si je me fie aux chiffres, si on compare l'indice humidex ou temps ressenti, en anglais, c'est le feels like, et que vous calculez le US. En fait, vous pouvez le voir.
Si vous allez dans une application canadienne comme The Weather Channel, comme en français, c'est Météo Média. Météo Média. Donc, si vous allez dans la version canadienne de la météo, vous allez voir le Feels Like. Si vous allez sur AccuWeather, qui est une application américaine, vous allez voir le temps ressenti avec la vraie méthode de calcul. Et régulièrement, quand on vous dit qu'il fait 6-7 degrés de plus que le mercure indique, sur AccuWeather, il y a 1 degré de plus. Donc, c'est un scam. C'est tout, on comprend pourquoi, là, on sait pourquoi. C'est tout pensé en fonction de vous faire peur, puis de plus vous taxer. On est rendu qu'on s'occupe de tornades en Iowa. On est rendu qu'on s'occupe de toutes sortes d'affaires qui arrivent un peu partout, ça boule. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais le but, je pense que c'est carrément de vous faire peur. C'est l'entête qui frappe. Tu vois, il va faire 37 à Montréal. Oui. 37 à Montréal. Oui, 37, mais mon chum me dit, moi, je fais le rien. Donc, il dit qu'il fait le rien. Il fait juste du beau temps. Donc, c'est à retenir. On doit prendre les bons moments. On attend toute l'année après des journées de même. Quand ça arrive, on ne commence pas à faire de l'anxiété avec ça. Rappelez-vous qu'on paye un prix de fou l'hiver. Il y a des gens qui rêvent d'y aller. Oui. Ils n'ont pas les moyens. Oui. Ils n'ont pas les moyens, c'est normal. Tu n'as pas les moyens d'y aller, tu n'y vas pas. Puis quand tu as les moyens d'y aller, tu dis, hey, j'ai-tu hâte à mon voyage en février? Oui. On va aller une semaine, Christophe, à Cuba ou à Puerto Vallarta. Oui. On va aller à une place qui fait chaud. Je fais un lien avec les changements climatiques et Trois-Rivières. Vous allez me dire, c'est quoi le lien? C'est qu'avec les changements climatiques, on essaie de vous taxer à l'os pour essayer de vous faire prendre l'autobus ou un genre de métro ou n'importe quoi, dépendamment où vous êtes. Juste saluer les... En fait, c'est les gens de Trois-Rivières que je veux saluer. J'ai parti pour dire les gens du conseil de ville de Trois-Rivières. Parce que la ville de Trois-Rivières est méconnaissable depuis que M. le maire n'est plus là. Il y a eu un changement de paradigme, c'est sûr. Les villes du Québec ont été hijackées par des gauchistes très, très, très intenses. Et on a essayé de passer au conseil municipal de Trois-Rivières ce que Québec a passé dernièrement, c'est-à-dire une taxe. Au minimum, elle doit être de 10 $ pour que la SAAQ commence toutes les procédures pour pouvoir vous charger. Donc, ils doivent annoncer qu'ils le font avec un premier 10 $ et on comprend que la Ville de Québec va annoncer prochainement probablement un 50, probablement même plus un 80 $ et pourquoi pas un 100 $ pour essayer de payer toute la patente des autobus. Mais la gang de Trois-Rivières ont eu de la pression des gens de Trois-Rivières, OK? Parce que les conseillers ont reçu des témoignages par lettre, j'ai un peu de misère avec ça, là, et surtout des courriels, d'après moi, de citoyens qui leur ont demandé de voter contre cette taxe. Donc, de ce que je comprends, c'est que la majorité des gens au conseil de ville de Trois-Rivières étaient prêts à voter pour ajouter une taxe pour les Christie d'autobus. Mais il y a des gens qui l'ont écrit parce qu'il y a du monde qui souffre. Il y a des gens qui font des choix difficiles à l'épicerie, qui ne sont pas capables de nourrir leurs enfants avec la protéine qu'ils aimeraient avoir. Ils n'ont pas un panier extra pas loin de chez eux. Et finalement, ces gens-là qui souvent, quand on leur parlait il y a quelques années, on parlait de politique, on parlait de n'importe quoi, ils disaient « Ah, ça m'intéresse plus ou moins la politique. » Eh bien là, ça commence à les intéresser pas mal. Parce que la politique est en train de les rendre carrément crissement pauvres. Donc là, il y a un réveil qui est en train de se faire dans la population. Et les gens de Trois-Rivières l'ont fait, ce que les gens de Québec n'ont pas fait. Donc, ça dort à Québec. Il faut dire que la ville de Québec, vous devez vous promener dedans pour voir l'âge des gens. Et c'est une place de zombies, c'est des morts vivants. Là. Ce que je comprends, c'est qu'à Trois-Rivières, ils ont une taxe déjà de 30$ sur les plaques, mais là, ils voulaient rajouter un 10$ de plus. Ah! C'est ça qui n'a pas passé. Là. Le monde disait, on donne 30$, on en donne assez. Exact. C'est ça que ça veut dire. Exact. Donc, c'est un signal aussi pour dire 30$, ils n'ont en masse. Là. Oui, mais-en. Hey, petites affaires, j'ai pas grand-chose de... Écoute, quand on passe 4 jours, ça vient avec la température. OK, ça vient... Écoute, ça fait... Je fais de la radio depuis 1984. Là. OK, je sais exactement comment ça se passe. On tombe dans un mood différent. Comme, je sais pas pourquoi, quand il fait fret, les nouvelles abondent. Mais la minute qu'il fait chaud, on dirait que les gens courent moins après les nouvelles, puis c'est bien correct de même.
Mais quand tu passes 4 jours sur un drapeau qui a été mis dans une annonce de Desjardins, ça vous montre qu'il y a beaucoup de gens désaxés. Là. Tu sais, dire, à un moment donné, vous pouvez prendre votre gaz égal. Tu sais, c'est quand même juste une histoire. C'est juste un poster. Là, un poster. Le monde vient complètement fou. Donc, c'est assez léger. Mais j'ai des petites affaires. Puis vous savez que j'aime me promener un peu partout. J'aime pas juste être local. Mais j'ai lu ce matin, mon Page Six. Je suis un amoureux de Page Six pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. C'est probablement la page la plus... c'est la plus lue à New York. C'est la plus lue à New York parce que c'est la page 6 du New York Post qui est la page du patinage. Et il y a un encart avec... je sais pas, je connais pas les gens, là. Mais il y a un gars de Bachelor qui s'appelle Colton Underwood. Et il est photographié avec son chum Jordan C. Brown. Okay, jusqu'à maintenant, I don't care. Je veux dire, 2 beaux gars qui s'aiment, tant mieux. Ils sont heureux. Life is good, parfait. Mais le journal essaie de nous faire croire. La photo de droite, c'est la photo de la main des 2 gars unis. Et il y a une photo de... Comment ça s'appelle ça là, quand ils vont avec du gel sa bedaine pour... L'échographie? Il y a une photo d'échographie. Oui, je le vois, là. et c'est marqué Colton Underwood, le bachelor, expecting first baby with husband Jordan C. Brown. Ça, là, ça... On peut pas marcher de même, là. Faut pas marcher de même. Tant qu'à ça, on ferme boutique, là. Il n'y a pas un bébé dans le bedon d'un des 2 gars. Il expecte à rien, les autres, là. Il y a une madame quelque part, OK, qui a reçu du sperme par soit une seringue, soit le gars, pendant 10 minutes, il était aux femmes. Je ne sais pas qui a fait quoi, là. Mais eux autres, ils expectent à rien, là. On ne sait même pas si un des 2, c'est son... J'imagine qu'il y en a un des 2, c'est son sperme. Mais c'est de la pure folie. Si vous demandez... Il y a une mère porteuse. C'est pas eux autres qui l'ont dans le ventre. Là. Non. C'est exactement... Il n'y a pas d'utérus, eux autres. Il n'y a pas d'utérus. Mais faut mettre ça au clair. C'est le genre de nouvelles qu'on devrait pas faire plus que ça. Parce que c'est comme... c'est plus... ça rappelle un peu les statements du batteur, pas du batteur, mais du kicker. Du kicker des Chiefs qui a fait il a mis quelques mises au point pour nous rappeler c'est quoi la vie normale. Et ça n'a pas passé, imaginez-vous. Avoir une famille et des enfants, c'est rendu très, très extrême. Donc, on est sur le... Ça commence de même. Donc là, on va essayer de nous faire croire que 2 gars peuvent attendre un bébé. Et prochainement, on va vous faire croire qu'à devoir une femme et un homme avec une femme enceinte, c'est vraiment gross, là. Et en plus, c'est pas très éthique au niveau climat. Donc, on est vraiment dans une société complètement débile. Hey, je veux saluer des pirates. La gang de Lévis, Ono Cannabis. Je sais qu'on a reçu un communiqué cette semaine, puis ils nous invitaient à l'agrandissement de l'usine de Lévis qui va exporter des produits en Allemagne. Je veux vous saluer, la gang de Ono Cannabis. Et en passant, il y a est-ce que c'est un utilisateur sur 3 ou 2 sur 3 qui consomme toujours du cannabis, entre guillemets, illégal? Ça veut dire quoi illégal maintenant? Ça veut dire qu'il n'est pas vendu par le gouvernement. Ça peut être vendu par des producteurs quelque part par la porte de côté. Je ne sais pas comment ça marche. Mais les gens qui utilisent le cannabis disent, nous, on aime mieux l'autre parce que celui du gouvernement, il est poche, il est trop cher, puis c'est bon bien. Donc, ce qu'on vous avait dit, Jerry, il y a quelques années... C'est 1 sur 3. C'est 1 sur 3. Ouais. 1 sur 3. Salutations à Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon qui a salué l'arrivée hier de Boeing après Bombardier et Airbus. Boeing est maintenant installé à Montréal. Le Québec est le seul endroit au monde où on retrouve les 3 plus grands avionneurs avec genre de place à travailler, de service. C'était relié à l'achat de je ne sais pas quel genre d'avion où Boeing devait s'installer au Canada. Donc, c'est fait dans la région de Montréal. Mais c'est drôle de voir Pierre Fitzgibbon qui nous dit de mettre le chauffage à 19 degrés, qui veut augmenter les prix de l'essence parce que lui, il a vraiment peur des changements climatiques. Not. C'est un gars qui vous ment. C'est un gars qui vous bullshit all the way. Et là, hier, c'était le grand défenseur des avions. C'est du jet fuel qui va là-dedans. Là. Oui. OK? Non, on a de la misère à vous suivre un peu. Là. Une journée, c'est le pétrole, c'est sale. Vous ne pouvez pas avoir de char électrique. Mais le lendemain, on est content que Boeing arrive. Boeing, là, c'est des F-35, là. OK? Je pense que c'est eux, F-35, en tout cas. C'est pas F-35, c'est F-22.
Mais je peux vous dire qu'ils font des avions de chasse, ils font des avions de l'armée, ils font des gros transporteurs, puis ils font des avions commerciaux, là. Donc, c'est pas des affaires qui marchent avec des plures de bananes. Ça marche avec du fucking jet fuel, Pierre. Fitz. Pour ça, qu'est-ce que j'ai? Mon Dieu. Ah, oui. Ça, c'est Mr. White qui m'a envoyé ça. J'essaie toujours de me piquer un peu avec mes préférés. Vous savez que Tommy Lee et Motley Crue est un de mes bands préférés parce que, entre autres, j'ai toujours aimé le son justement de Tommy Lee, produit par Bob Rock, qui est notre Canadien préféré. Bob travaille des semaines et des semaines à bien faire sonner le bass. Et vous écoutez Dr. Feelgood, enregistré à la fin des années 80, qui a été populaire en 90. Et vous dites, My God, est-ce que ça a été enregistré hier? Ben, c'est vraiment un album qui est enregistré de manière extraordinaire et bravo à Bob Rock. Mais là, on apprend que Motley Crue, le drummer, Tommy le méchant, Tommy le vrai hardcore rocker. Eh bien, Tommy, si jamais Trump est élu, dit qu'il va quitter les États-Unis, comme l'a annoncé cette semaine d'ailleurs Bruce Springsteen. Springsteen dit qu'il pourrait quitter pour l'Australie. Et Tommy Lee, lui, peut-être serait au Canada, peut-être genre Vancouver. Mais c'est comme une redondance. C'est quelque chose qu'on a eu. C'est quelque chose qu'on a eu il y a 8 ans maintenant. En 2016, quand il est arrivé Trump, ces gens-là nous ont tous dit la même chose. Et il n'y en a pas un sacrement qui est parti. Donc, c'est toute de la bullshit. Mais nos rockers, nos artistes qu'on aime, tu sais, je veux dire, s'ils n'étaient pas rockers, ce serait probablement aujourd'hui des monsieur-madame. C'est des gens... La raison pourquoi ils font du bon stock puis ils sont capables de produire... C'est des gens qui sont... Des artistes, sont émotifs. Très, 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 très émotifs. C'est ça, là. Très émotifs. Tu viendras pas rester au Canada. Ça, c'est impossible. Non, impossible. Non, exact. Donc, voilà pour le genre d'ouverture. Je suis les affaires sur le... Je garde un petit clin d'œil vite. C'est Holly London. Holly London sur X. J'aime beaucoup Holly London parce que, je sais pas, ce genre d'influenceur-là, lui, c'est un auteur, c'est un c'est un contributeur de nouvelles, public speaker. Puis c'est un gars de, je ne sais pas de quelle place il est. Il a 426 000 followers, mais j'aime Holly London. Holly London TV, si vous cherchez son nom de compte X. Et hier, il a mis un vidéo. Tu vois un soldat américain qui est sur un porte-avions américain, habillé en soldat. Et le soldat américain fait un TikTok. Puis il se met du rouge à lèvres rouge, il marche comme une fille et il se met à danser sur Vogue de Madonna. Et là, Holly London nous demande, est-ce que ça envoie un message que l'Amérique a l'air faible? Oui. Oui, parce que nos opposants qui veulent manger notre sandwich et notre lunch, vous savez, la faim arrive par des affaires de même. Quand on le dit souvent, là, quand les Romains se sont écroulés, on était pas mal rendus là. Il n'y avait pas de Madonna, là, mais il y avait des affaires qui ressemblaient pas mal à ça. Oui, quand votre concurrent direct, c'est la Russie, quand votre concurrent direct, c'est la Chine, quand votre concurrent direct, c'est l'Iran, et que ces gens-là sont ensemble en train de s'organiser pour être en genre d'équipe, c'est pas le temps de montrer que tu es faible, que tu es une société coussinée, complètement disjonctée et perdue. On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer et d'être ce qu'ils veulent être. Mais pour l'armée, ça envoie un drôle de... Tu sais, pour moi, l'armée américaine a toujours été... Tu sais, pour moi, l'armée américaine, c'est Navy SEALs. Vous me demandez qu'est-ce que j'aurais aimé. Il y a deux affaires que j'aurais aimé quand j'étais plus jeune. C'était pilote de F-18 pour l'armée canadienne. Parce qu'on était dans le coin de Bagotville, on les voyait tous les jours. D'ailleurs, la région de Québec, on les a vus en fin de semaine. Il y avait 2 F-18 qui sont venus atterrir à Québec, qui sont repartis également, je pense, lundi matin. Et quand ça part, ça arrache. Regarde, moi, le poil me lève comme ça se peut pas. D'ailleurs, je vais aller au Festival aérien de Bagotville dans quelques semaines. Je suis un maniaque de... Puis, pour des raisons, j'ai un bras cassé qui n'ouvre pas au complet. À cette époque-là, il y avait un test physique qui était très difficile. Et j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Donc... mais l'autre affaire que j'aurais aimé faire, c'est être dans un SEAL team, dans l'équipe des Navy SEAL. J'admire ces gars-là. J'ai une admiration incroyable pour les Navy SEAL.
Mais quand je vois ça, parce que lui, c'est un Navy, là. Le monsieur, madame qui est là, c'est un the proud, the few. Tu sais, j'ai déjà visité des porte-avions, puis quand tu rencontres les Navy Seals, de la manière qu'ils se tiennent, on est à des années-lumière de ce que je vois sur cette vidéo-là. Mon cœur saigne quand je vois ça. Et oui, en tout cas, à mes yeux, à moi, vous n'êtes peut-être pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, mais à mes yeux, à moi, on en voit l'image qu'on est devenu faible. Ben voilà, c'est mon édito d'aujourd'hui. C'est mon édito d'aujourd'hui. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je sais que c'est des sujets bien touchés, mais regarde, moi là-dessus, je suis vieux jeu. Et je me fais un devoir de vous le dire parce que je me sentirais très mal à l'aise de ne pas vous en parler. Jerry, beaucoup de choses à venir. Tu boursicotes aujourd'hui? Oui, je boursicote. Tu vas boursicoter aujourd'hui. Une sorte de petites affaires à le faire. Yes, on a Stéphane Lachance également de Respect Citoyen. On va parler de la nouvelle d'aujourd'hui parce que dans la presse, on a Sam Hamad qui montre des intentions de se présenter comme maire. On sait que Steph a parti un nouveau parti politique et c'est lui, jusqu'à maintenant, qui est à la tête de ce parti-là. On va parler avec lui. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a toi, on a... On a le geek. Et on a le pirate geek. Il va être sur le Prime, je pense. Oui, il va être sur le Prime. Il va être sur le Prime. On a Jeff Fillion. On est parti pour le tournoi de golf. Merci encore à nos généreux donateurs. Vous êtes sur Radio Pirate Live et aussi sur le Prime. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. De Respect Citoyen, notre chum Steph, qui semble être correct parce que tu t'es étouffé tantôt avec une gorgée d'eau. As-tu une grippe, toi, en plus? Non, c'est pas une grippe. J'ai comme pogné froid au niveau de ma gorge parce qu'on a travaillé fort la fin de semaine dernière. OK, je pensais que encore les allergies ont commencé. Là. Aussi, il y a ça aussi. Je suis dans un petit mélange des deux. Là. Yes. Comment ça va? Ça va très bien. C'était quoi ton... en tant que gars qui s'intéresse à la politique municipale puis qui pense faire un saut personnel, en plus d'avoir créé un nouveau parti, qu'est-ce que tu retiens de ce qui s'est passé aux îles de la Madeleine? Bien, la chose que je retiens le plus, c'est que lorsque les citoyens décident de se lever, ils peuvent vraiment... Mais ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose. C'est juste des gens qui se présentent dans la salle Exact. et qui vont démontrer. Il n'y a pas personne qui a été obligé de crier. Non. Il n'y a pas personne qui a manqué de respect. Moi, ce bout-là m'encourage. Oui, puis j'espère que ça va aussi déteindre sur ce qui va se passer à Québec parce que c'est drôle que tu me parles de ça parce que justement, je parlais ce matin avec quelqu'un. Je dis, tu sais, c'est bien beau d'avoir des gens qui décident de prendre le bâton du pèlerin comme on le fait. Mais à un moment donné, je veux dire, quand on a besoin de support, il faut que les gens, il va falloir qu'ils fassent le minimum, c'est-à-dire, entre autres, ça va être important d'aller voter, ça c'est la première des choses. Puis c'est aussi, quand on a besoin d'encouragement, mais on a besoin d'être encouragé parce que chialer assis dans son fauteuil, c'est facile, mais il faut que les gens Est-ce que tu penses que les gens sont au courant, qui sont ceux qui constatent un paquet d'affaires au point d'être en crise? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui doivent faire une introspection et dire ouais, il y a peut-être j'ai une part de responsabilité par le fait que je me suis pas informé, j'ai pas fait les choses qu'il fallait faire, puis là aujourd'hui, ben j'en paye le prix. Est-ce qu'il y a des gens qui font cette intro-inspection-là ou ces gens-là font juste chialer sur le prix de la viande? Il y en a. C'est pas une majorité, par contre, mais il y en a. Mais il y en a qui réalisent aussi qu'à un moment donné, à force de pas d'affirmer son point, de ne pas vouloir vendre en tant que tel ou de dire ce qu'ils pensent vraiment, bien, de toujours subir les aléas de ceux qui décident pour eux, bien, à un moment donné, ça vient qu'ils sont saturés. Puis ça, je pense qu'il y a des gens qui le réalisent, mais il va falloir qu'il y ait des gens, pour l'élection de 2025, qui le réalisent encore plus. Ça va être très, très important parce que si on décide de rester à la maison puis d'écouter Netflix, la journée d'aller voter, bien, ça va faire un résultat qui est arrivé comme en 2021 où ce que Bruno Marchand... Parce que généralement, les gens des élections municipales, ce sont les retraités qui votent. Oui, c'est les personnes, oui, Parce que moi, je dis ça en joke. Là, non, mais c'est vrai. Moi, j'y vais. Moi, j'ai toujours voté aux élections. Puis, ça sent le coffre de sel parce que c'est au mois de novembre. Oui. Et c'est les premières journées froides et les gens ont mis leur manteau dans des coffres de sel. Ben, cette génération-là faisait ça. Ouais. Ils mettaient ça dans des coffres de sel ou dans boulamines. un genre de... chez moi,
dans ma maison, on avait même un garde-robe de De cèdre. cèdre, ouais. J'avais ça chez nous aussi dans ma maison familiale. C'est quoi l'histoire, hein? C'était pour C'était enlever pour, l'humidité? Oui, puis je pense que ça éloignait les bébés bébés. aussi là, en tant que tel. Là. Puis c'est Ok. vrai que le linge sentait bon quand ils sortaient de ça. Ouais. sortaient de là. Mais là, ça sent vraiment le coffre de cèdre. Et tu sais, tu dis, tabarnache. Comment ça? Où les familles? Ils sont où le monde? Mais sais-tu quoi? J'ai Mais- peur que ce soit pareil. Mais les 35-45, ils vont devoir se lever. Là. Les 35-55 vont devoir se lever puis aller voter. Là, parce que là, je veux dire, on vit actuellement des choses qui sont complètement ridicules actuellement au niveau de la gestion municipale. On est face à une administration qui pense savoir la vérité absolue. Puis nous, on le sait, ce qui est bon pour vous, alors on le fait, puis vous allez voir. Vous ne comprendrez pas maintenant, mais plus tard, vous allez comprendre. C'est la philosophie actuellement qu'on nous rentre dans la tête. Ouais. Puis la semaine passée, le maire Marchand qui était trop fier de nous annoncer qu'il y avait 48 millions d'over. Mais l'autre semaine avant, il chialait parce qu'il était 30 millions dans le trou avec la RTC. Oui, mais paye la dette du RTC. Ben, je sais pas, là, mais tu sais, quelqu'un qui te dit qu'il n'arrive pas là, à la fin du mois, Ouais. là, mais qui te dit que ça fait 3 voyages qu'il fait en Floride, là, à un moment donné, tu vas dire slack un peu. Ben, exact. Fait que c'est un peu la même chose. Puis en plus de ça, donc, 48 millions d'over dans son budget. Et puis en plus de ça, on sait qu'à la dernière énoncée budgétaire de la Ville de Québec, il a placé 30 millions dans la réserve climatique où il avait déjà placé 15 millions l'année précédente. Donc, on a 45 millions dans la réserve climatique, plus 48 millions d'over, mais il va brailler sur les épaules de Geneviève Guilbeault pour faire rembourser le 30 millions du RTC. Ça se tient pas, là. Est-ce que tu penses que ce que Nathalie Grabli a sorti il y a peut-être une dizaine de jours sur Valérie Plante, Ouais. on sait que Valérie Plante et Marchand sont vraiment très proches. Ouais. Ben, toutes les maires à peu près de toutes les villes du Québec maintenant, tu sais, on peut toutes les nommer. Là. Sherbrooke, là, s'en va. Laval. Laval, Longueuil. Longueuil, L'Outaouais Drummondville, la madame de Drummondville, c'est l'enfer. Ouais. Chicoutimi. Tu sais, tant qu'à ça, on est comme chanceux à Saint-Oc d'avoir un maire de même. Même chose pour les gens de Ancienne-Lorette. Ouais. Mais à la grandeur du Québec, il y a pas mal du monde proche, pas mal plus proche de Valérie Plante et de Bruno Marchand qu'on pense. Ouais. Puis ces gens-là, ils ont réussi à faire ce que QS n'a pas réussi à faire. Ça veut dire qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir quelque part avec leur idée très, très, très à gauche. Mais là, ça commence à sortir parce que elle est la vice-créatrice du C40. Mhm. Puis le C40, au départ, c'était 40 villes, mais là, le nombre de villes ne cesse d'augmenter. Mhm. Et c'est parce que quelqu'un m'a poussé cette information-là, comme de quoi que la Ville de Québec avait fait une demande pour se joindre au C40. Ça serait pas surprenant. Et le C40, dont Valérie Plante est la cofondatrice, c'est dans les choses, c'est une série de mesures complètement folles de gauche, entre autres celle que Nathalie Grabli a sortie sur son Twitter, qui a connu un immense succès, puis qu'elle réutilise maintenant pour faire réagir Valérie Plante, qui fait semblant que ça n'existe pas, ou presque. C'est que, on vous dit, il n'y aura plus de viande. Donc, s'il n'y a plus de viande, c'est 0 kg de viande au lieu de, mettons, 19. Il n'y a plus de produits laitiers, il n'y a plus de fromage, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de voyage. Donc, il y a 1500 km par 3 ans accordés par citoyen. Et il y a 3 morceaux de linge neufs par année d'accordés. Je ne sais pas comment tu fais pour... Mais ça s'appelle du communisme. Là. Ben, c'est carrément. Et ce que j'ai eu comme info, c'est que, tu sais, je me disais, OK, c'est 40 au début, c'est 40 villes. Et là, ben, ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Je ne sais pas combien ils sont exactement, mais ils sont plus 40. Je pense que c'est-tu 900 millions de personnes que tu me dis, Jerry, à travers le monde? Ben, c'est sûr. Ben, dans ces villes-là, tu parles? Non, dans les villes qui sont dans le C40. Ben, c'est sûr. Addis Abeba, Accra au Ghana, c'est toutes des méga grosses villes. Là. Oui. Non, mais ils sont partout, là. Et de ce que j'ai eu comme info à l'intérieur de la ville de Québec, c'est que Marchand fait tout. Pour lui, c'est comme des grandes villes, donc de mettre C'est ça. Québec là-dedans, puis de dire... Chicago est là, Boston, Houston. Comment t'as dit le monde, toi, que t'avais... Ben, ce que je me rappelle, je pense que si on accumule les villes ensemble, c'est 900 millions de personnes. Comme c'est là, je vois 600 millions. OK. Peut-être. Ben, le dernier chiffre que j'ai vu, je pense, c'est 900 millions. Et Québec aimerait être accepté par le C40. Si ça ne fait pas réagir le monde, puis qu'on leur demande juste un effort d'aller voter une fois aux 4 ans,
s'ils le font pas à la prochaine élection, ça vaut plus rien de faire quoi que ce soit. Là. Tu es d'accord avec ça? On est d'accord. Nous, on met beaucoup d'énergie actuellement. On est déjà en campagne. On a eu des formations de gens cette fin de semaine. On est en affichage. On a commandé des pancartes de terrain. On fait beaucoup de choses. Puis on est déjà en campagne. Puis c'est sûr qu'on a besoin. On a beaucoup de gens qui nous suivent au niveau de nos différents médias, Facebook, Twitter. Ça va très bien. Martin fait un très bon travail sur Twitter. Merci d'avoir Retweeter notre. Ouais, ben c'est ça, notre fameuse je l'ai vidéo patenté, du je l'ai gazon, patenté à là. ma sauce un peu. C'est là. correct, c'est Mais correct. finalement, ça a donné une petite portée de 75 000 personnes qui ont pu vous voir. Quand Donc, même. ils t'ont peut-être découvert. Quand même. Et le but, ultimement, quand j'ai fait le tweet, tu sais, mes tweets sont souvent entre 1000, 1200, 1300 likes, puis aux alentours de 30 000, 40 000 de reach, ces affaires de même. Ouais. Mais le but, c'était de vous donner un peu de spin. Ouais. Mais je pensais pas que le monde allait embarquer de main dans une histoire de gazon. Et ça- mais c'est des affaires c'est des affaires que le monde... Il y en a plein que... Mais il y a plein de gens qui nous disent souvent, quand je sors plein de choses, une chance que vous nous le dites, parce que sinon, on ne le saurait jamais. Oui, Tu sais? oui. Puis l'histoire de gazon, c'est niaiseux, mais il y a des gens pour qui c'est important la propreté. Ouais. Ça existe encore. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, puis eux autres, ils se disent, si pour la visite, t'es pas propre, c'est sûr que dans la cuisine puis dans la chambre de bain, c'est pas propre si dehors, c'est sale. C'est sûr et certain. Tu sais, c'est une manière d'être. Donc, des fois, c'est des petites affaires de même qui réveillent le monde. C'est la Absolument. beauté, c'est la beauté de Mais- ça. Feu Marc Simoneau est arrivé à un moment donné, Oui. puis il parlait de l'heure pour passer à la tondeuse. Il écrit Sacrez-nous à paix, samedi après-midi à 5 Mais on heures. s'en rappelle. Ouais. Là, tu dis passe ta tondeuse, tu as toute la journée C'est pour plus la à passer. 6, je pense qu'il disait, lui. À 6, bon, ben, c'est ça, je dis à 5, 6. Correct. Pour dire que, Christophe, quand tu t'assois pour souper le soir, t'as pas le voisin avec la tondeuse pendant 2 heures de temps faire son calibre de gazon. C'est sûr que Exact. Faire À le 7 gazon heures. à 7h30, c'est un petit peu ordinaire. On C'est s'entend ça. là-dessus. Ben oui. Ça prend pas une règle municipale pour savoir Non, ça. voilà, là. mais lui, il l'avait dit dans ce temps-là, peut-être pour une règle municipale, mais Je me c'est souviens vrai que très ça, bien quand il c'est avait dit vrai. ça. Mais ça, tout le monde en a parlé à l'époque. là. Ouais. Non, c'est ça. C'est parce que des fois, tu sais, l'histoire qui a mis la CAQ quasiment à terre, c'est une patente de 5 millions. Il est arrivé plein d'affaires qui auraient pu... Ils nous ont enfermés dans les maisons, câlisse. Oui. Puis ça n'a rien fait. Puis il arrive une histoire, une fucking histoire qui est niaiseuse comme toute quand tu compares à tout ce qu'ils nous ont fait vivre depuis 5-6 ans. Ouais. Et c'est ça qui a shaké le temple, puis que là, ils sont à la rescousse d'essayer de sauver ce parti-là pour une histoire de 5 millions. Donc, des fois, ça prend pas grand-chose. Tu sais, c'est des fois, c'est des affaires qui touchent les gens bien plus proches qu'on pense. Des fois, des affaires trop compliquées pour le monde. Ça, c'est comme concret. Ils aiment ça de même. Hey, j'ai vu une photo, je te l'ai envoyée. J'ai vu une photo la semaine passée de mon chum Dominique Moret Oui. qui a pris une photo avec Sam Hamad. Oui. Et là, ça laissait comme... Il y avait comme un sous-entendu que lui pensait à se lancer dans une campagne. Là, je comprenais, tu sais, j'ai essayé de comprendre. Je n'ai pas demandé à Doom qu'est-ce que c'était derrière ça, mais... Moi, je le sais. Toi, tu le sais? OK. Est-ce que Sam Hamad prend le pouls du monde pour savoir s'il se lance, avec qui il se lance? Parce que moi, j'en ai parlé avant que tu arrives. Là. Oui. Juste te dire ce que j'ai dit. Mhm. J'aime bien Sam Hamad, là, Oui. mais je pense qu'en ce moment, c'est plus à des gars de cette génération-là et surtout de cette attitude-là. Parce que Sam, c'est quelqu'un qui aime être aimé. Oui. C'est quelqu'un qui aime pas la controverse. Mhm. Et là, avec toutes les années de gestion La Baume, plus toute la gestion green de Marchand, on est rendu à un changement de cap à 180 degrés à faire. Absolument. Donc là, ça va brasser avec les médias. Oui. Ça va brasser avec les groupes environnementaux. Ça va brasser avec les groupes de vélo. Ça va brasser avec un paquet d'affaires. Donc, ce ne sera pas un temps le fun. Et moi, je pense que Sam, ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas le côté de dire « je m'en vais pour nettoyer la soue ». Dans un autre contexte, si c'est une continuité, oh oui, go ahead. Mais plus j'y pense, plus actuellement, ça prend quelqu'un qui ne veut pas se faire aimer. Comprends-tu? C'est exactement moi, ça. C'est toi. Bon. T'es pas là pour te faire aimer? Non, je suis là pour faire une job. Yes. J'en ai une job, mais je veux dire, je suis tanné. J'ai l'impression, comme plusieurs, de me faire voler. Puis ça suffit.
Puis on va faire ce qu'on a à faire. Puis on va arriver, puis on va y aller poste par poste. Puis je veux dire, tu sais, le RTC qui perd 30 millions, mais avez-vous entendu parler de mesures de contingence pour essayer de faire des économies au RTC? Zéro personne n'a perdu sa job, rien. Puis c'est pas une question pour le plaisir de mettre du monde dehors, mais s'il y a 30 millions de déficit, il y a quelque chose à quelque part qui coûte trop cher, là. Ça prend pas la tête à Papineau, là. Ça fait 40 ans que je suis en affaires, là. Je veux dire, c'est un autre à fouiller dans les quand affaires. je perds de l'argent sur quelque chose, je m'organise pour m'ajuster, là. C'est ça. Dans le cas de Sam, ben écoutez, Sam, c'est un gars d'expérience. Je sais qu'actuellement, il va beaucoup dans les haltes bouffe à Place Laurier et à Place Sainte-Foy pour parler aux gens. Puis les gens lui parlent, puis ces choses-là. Il prend la température et puis... C'est sûr que s'il se présente, c'est un nom connu. C'est un nom connu. C'est un gars qui est aimé parce qu'il est aimable. T'sais. Mais je veux dire, là, en ce moment, c'est pas un concours de le plus bel homme au Canada comme on a eu les années 70 qu'on veut, là. C'est un concours de quelqu'un qui arrive pour faire un ménage où est-ce que ça va brasser. Là. C'est sûr que si tu as l'intention d'utiliser le scrapbook de Marc-Yvan Côté de 2005 comme mesure pour faire campagne, ça ne fonctionnera pas. Non. On n'est plus on s'entend là-dessus. Écoute, nous, au niveau, si tu veux parler de cet aspect-là, je peux en parler là, de façon générale. Est-ce que vous, c'est fini avec lui ou il est toujours possible qu'il soit avec vous? C'est toujours possible. On a eu 5 rencontres, nous. OK. 5. Alors, c'est toujours possible, mais on est encore en discussion. Okay. Comme on a eu aussi 3 rencontres avec les gens. Parce qu'il faut qu'il regarde votre programme et qu'il aime le programme. Là. Oui. C'est ça à la base. Tu as bien beau dire oui, OK, je reviens. Puis, vous avez un programme, vous autres, là. Absolument. Ben, le programme lui-même n'est pas écrit, mais on a une Non, mais je veux dire, on a une depuis vision. Depuis le temps que tu viens ici, oui, moi, il y a pas mal d'affaires que j'aime. Là. C'est ça, c'est ça. On a une vision pour les citoyens. Puis ça, c'est sûr que, je veux dire, nous autres, on a déjà notre plan si... on réussit à s'entendre. On a déjà notre façon de pouvoir faire une fusion, autrement dit, avec nos membres. Mais il va falloir leur vendre la salade malgré tout. C'est la grénitude a pu finir. Non, les gens sont plus capables de ça. On s'entend-tu que tu peux avoir des idées, bon, OK, mais là, quand tu dis que tu bloques des rues, les pistes cyclables a pu finir, les commerces sont en train de crever sur la rue Saint-Jean. À partir du moment où tu fais souffrir... on lève un flag. Non, à partir du moment où tu fais souffrir du monde pour des mesures éco-alarmistes, là, j'embarque plus là-dedans. Là. Oui, on tient tout à l'environnement, on veut tout faire notre part, on fait du compost, on fait du recyclage. Voilà. Le ruisseau, il est clair, il est beau, il est clair. Mais c'est un très bon point que tu viens de dire là. C'est que tout ça est basé sur la conspiration. Oui. Au niveau des conséquences de ce qui va arriver avec les changements climatiques. Exactement. Il n'y a personne qui peut me garantir, il n'y a personne qui est prêt à mettre son REER et sa maison en jeu en me disant que toutes les histoires qui vont nous arriver vont arriver pour vrai. Il n'y a personne qui est capable de me dire ce qui va arriver. Al Gore criait sur tous les toits qu'il allait plus avoir de neige au pôle Nord. Puis l'année passée, la couverture de glace a augmenté. Je vais te le détailler. Oui, vas-y. 2014. Oui. Il n'y aura plus de calottes glaciaires au nord et au sud. Ça a été la première affirmation, une des premières affirmations de Al Gore. 2014, plus aucune glace, calotte au nord et calotte en bas, là. Pôle sud. Et au pôle sud. Et si vous regardez les images, je vous invite à suivre notre ami Carlos Ramirez, qui en met régulièrement. Oui. Plus épaisse que jamais, plus grosse que... Il n'y a pas une augmentation. Il n'y a pas de changement. Est-ce que je suis en train de dire, moi, qu'il n'y a pas de changement climatique? Il y a des changements climatiques, comme il y en a toujours eu. Ben oui. Mais la catastrophe annoncée, c'est du pur complotisme. OK? C'est du complot. C'est des gens qui agissent dans leur intérêt personnel parce que pour eux, de jouer cette game-là, ça leur rapporte énormément, soit financièrement, soit politiquement, soit avec leur business, etc., etc. Ce sont des gens qui ont intérêt à jouer avec la peur pour obtenir quelque chose. Exact. Mais ça, on a déjà vu ça. Là. On a déjà vu ça plus qu'une fois. Là. Mais la peur, c'est toujours... c'est pas la première fois qu'on utilise la peur en politique pour essayer d'influencer les gens. Là. Mais non, c'est ça. C'est vieux comme le monde. Une fois que tu l'établis, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Mais les histoires... Juste mettre ça au clair. Là, les histoires de partis politiques. Là. Oui. Des fois, ça devient un peu mêlant. T'as Marchand qui est Québec faible et pas fier. T'as Québec d'abord, qui est Villeneuve. C'est lui qui est en face de Marchand. Oui. Lui, c'est c'est le gars de l'opposition. C'est la première opposition. Après, t'as Priorité Québec, ça, c'est Paquette.
Ben, Paquette qui n'est pas élu, mais en réalité, c'est Steven Melançon. Ah, puis c'est Melançon, parfait. Éric Ralph Mercier. Puis c'est qui les autres, là? Transition C'est Québec. Transition Québec, c'est Jackie Smith. OK, c'est Ça, Jack. c'est celle qui serait prête à mettre les plaques à 1167 piastres de plus. Là. Oui, OK, ça marche. Fait que Québec d'abord, puis Transition Québec, ça joue ça porte la même couleur de gilet que Québec fort et fier. Bon, voilà. Fait que ces trois-là jouent ensemble. Puis après ça, t'as Priorité Québec. Priorité Québec, on leur a fait une offre en bonne et due forme, sur papier. Ça fait au-dessus d'un mois. Et puis, on est toujours en discussion puis en attente. Tu sais, nous, on est conscient que de rassembler l'opposition, c'est sûr que ça va être gagnant. On en est totalement conscient. Ben, Jeff en a parlé souvent que si tu as trop de partis, à un C'est moment ça. donné, c'est lui qui est au pouvoir qui a l'avantage. Sauf que pour danser, il faut être deux. Nous autres, on veut danser. C'est le message que j'ai à vous dire. Nous autres, on veut danser. Mais là, le reste, là, je veux dire, moi, je peux pas... tu sais, on a tous vendu notre point. Il y en a... Je vais parler plus de l'équipe Priorité Québec avec Patrick Paquette. Il y en a qui avaient, au niveau de leur équipe, ils avaient peur de perdre leur financement parce que vous savez que ces gens-là, en fonction du pourcentage qu'ils ont eu à l'élection de 2021, ils reçoivent une somme de la part du DGEQ. Oui. Ce que nous, on n'a pas parce qu'on est un nouveau parti. Nous, on a zéro. C'est pour ça qu'on compte sur le financement. D'ailleurs, je vais vous parler, on a une activité qui va se dérouler le 8 juin prochain. Là. Donc, c'est ça. Alors, mais là, je comprends ces gens-là, lorsqu'on a parlé de fusion, ils avaient peur de perdre leur financement. On a eu une discussion avec notre chef intérimaire, Marc Haussin, Patrick Paquette et un responsable du DGEQ qui leur a confirmé qu'ils ne perdaient pas un sou. Après ça, je veux dire, pour le reste, là, je veux dire, il n'y a rien qui va changer, mis à part que là, on va travailler tous dans le même sens et dans la même équipe. Alors, nous, tout est sur la table, mais je veux dire, à un moment donné, je ne peux pas les forcer non plus. Alors, on espère. Puis ça fait au-dessus d'un mois là, qu'on a déposé le document. Oui. J'ai reparlé à Steven, j'ai reparlé à Patrick Paquette. Mais je veux dire, à un moment donné, nous autres, à partir du 15 de juin, on décolle. Là. Fait que si vous embarquez, vous embarquez. Sinon, vous vous organiserez. Mais nous autres, là, on a des bénévoles qui ont le couteau entre les dents. Là. Ils sont prêts. Puis, je vous le dis, là, vous ne voulez pas vous mesurer à ces gens-là. Je vous le dis, ça va être quelque chose. Parce que ces gens-là sont totalement motivés. Ils sont tannés. Ils sont déterminés. C'est Voilà. pas juste motivés, c'est déterminés. Ils sont tannés de ça. Ils sont tannés de voir des niaiseries. La semaine passée, je ne sais pas si tu en as parlé, Jeff, la subvention de 250 000 à la garderie. Oui, je pense qu'on a brièvement parlé de ça parce qu'on comparait avec des choses que Ben, tu disais, la bouchée généreuse qu'elle n'avait pas eue. C'est ça. Oui, j'en ai parlé. Bon, là, tu sais, la garderie, là, 250 000 de subvention à une garderie pour un commerce qui a 25-35 employés, ça ne s'est jamais vu. Là. C'est une première dans l'histoire de la Ville de Québec. Là. Puis si demain matin, vous avez un commerce d'une centaine d'employés, vous dites, hey, moi aussi, j'aimerais ça avoir une garderie de mes employés, mais si vous cherchez le formulaire, vous ne le trouverez pas. Là. Tu sais, c'est une connaissance de Pierre-Luc Lachance, puis 250 000 que la Ville a avancé, ben, c'était le cash down pour faire construire la Il est garderie. beaucoup là, lui, hein? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Avec ses histoires, après ça, il s'en va faire du vélo à Pierre-Lavoie et ces choses-là. Tu sais, fait que c'est toute cette administration-là, on n'est plus capable. On n'est plus capable. C'est géré Les tout gens de croche. Montréal l'aiment beaucoup, par exemple. Ah ben, les gardes qui aillent à Montréal. Nous autres, on va faire notre job à Québec. Les gens de Montréal l'adorent. Ouais. Il est invité un peu partout. Il ne parle plus dans les médias beaucoup de Québec, par contre. Non. Mais il parle beaucoup dans les médias de Montréal. D'ailleurs, tu me disais, Mr. White, qu'on avait peut-être une couple de choses à faire entendre. Tu parles de Bruno Marchand? Oui. Oui, il était aux coulisses du pouvoir Ben oui. avec Daniel Thibault, l'animateur de ça. C'était à la télé de Radio-Canada. Ça, c'est dimanche, ça. Puis là, ça dure à peu près, je sais pas, moi, il a parlé pendant 20-25 minutes. Et là, il a posé différentes questions sur les dossiers actuels, mais j'ai réservé 2-3 cotes. J'aimerais ça qu'on écoute ça. Le premier, c'est le taux de satisfaction, le sondage du taux de satisfaction de Bruno Marchand qui n'était pas très élevé. 5,3. Et il a demandé Combien? 5,3 sur 10. OK. Il a demandé de commenter là-dessus. Ça, c'est le premier ici à gauche? Oui. OK. Sondage sur la satisfaction des gens de Québec. On parle beaucoup de la perception des gens par rapport à leurs politiciens. Celle qu'ils ont de vous, en vertu de ce sondage-là, n'est pas particulièrement reluisante. Vous avez une note de 5,3 sur 10. Pas une note de passage, ça, normalement. Oui, mais ça c'est exactement le titre que les médias ont utilisé. Note de passage, c'est quoi? C'est pour passer un cours à l'école. 60 OK. M. Legault a gagné avec quoi? 40 aux dernières élections, 90 députés? Est-ce qu'on peut dire que M. Legault n'a pas eu la note de passage?
Ah non. OK, c'est comme ça que vous faites Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est magnifique. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui doutent. Non, ça existe. Il y a un paquet de gens satisfaits. Il y a des gens insatisfaits, puis il y a des gens qui regardent ça aller. OK, lui, il dit j'ai la moitié du monde. Il y a quand même la moitié du monde qui sont pas contents de lui. là. Yes. Mais c'est surprenant, je vais t'avouer que je trouve ça pas mal beaucoup, moi. 5,3 sur 10. Il y avait quand même 18 qui donnaient 1 sur 10 OK. dans le sondage. Wow. Puis il y avait 11 qui donnaient 9 sur 10. Il y avait Ça, 11 ouais, mais il y aura 9 toujours- sur 10. Il y aura toujours quand même des gens qui. Oh oui, en ça, haut c'est de ça, la qui gang de l'adorent, Green, là, là, c'est c'est ça, exactement. là. Hmm. Mais tu sais, d'ailleurs, j'ai commencé. Mais c'est des chiffres qui nous montrent qu'il ne faut pas être trop nombreux à cette élection-là si vous voulez gagner. Il ne faut pas qu'il y ait une tonne de choix. Sinon, lui va passer all the way. Ben, c'est la raison pour laquelle on travaille pour ça. Mais je veux dire, comme je t'ai dit, il faut être deux pour danser. Nous, on veut danser, mais il va falloir que tout le monde mette un petit peu de bonne volonté. Puis il y a des gens qui. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui vont falloir qu'ils se posent la question. T'es-tu là pour tes intérêts puis ta carrière personnelle ou t'es là pour faire avancer la communauté? Moi, je suis là pour faire avancer la communauté. Pas là pour ma carrière personnelle. J'en ai une carrière personnelle. Puis je pense que dans les 40 dernières années, je l'ai bien remplie. J'y vais parce que je suis tanné de me faire voler puis de voir les gens se faire rire d'eux. Ben oui. Puis c'est ma motivation. C'est la raison pour laquelle j'y vais. Mais là, si tu penses juste à ta carrière personnelle, d'après moi, tu n'es pas dans la bonne place. là. Justement, dans la deuxième cote, Bruno Marchand parle justement de sa vision de la politique Ton implication. actuelle. OK. Parce qu'il n'y a rien, c'est ça qui est beau avec la politique. Il n'y a rien que la politique ne peut pas transformer. Mais la politique peut être aussi un outil d'inertie terrible. Quand des individus se prennent plus gros que leur fonction, oublient pour qui ils le font, oublient de servir le citoyen, oublient l'intérêt supérieur, la politique peut devenir une nuisance ou un lieu d'inertie. Jeff, j'ai tellement hâte d'être en débat contre lui. T'as pas idée. T'as pas idée. Il n'est pas à sa place, lui. T'as pas idée. Je sais qu'il a dit dernièrement qu'il lançait un défi à sa maman, justement, de se présenter, puis qu'il espérait qu'elle allait se présenter, puis que ça allait être de voir deux visions de deux hommes politiques différents. Il m'a Pas nommé. tant que ça. là. Ouais, mais il m'a pas nommé. Parce que Non. moi, j'ai hâte de débattre avec lui. Ça va être vraiment un plaisir absolu. Troisième cote, Mr. White. La loi pour protéger les élus. OK. Oui, la fameuse loi. Qu'est-ce que lui en pense? OK. J'ai hâte d'entendre. Il y a un projet de loi qui est déposé, qui a été déposé justement qui est à l'étude, pour mieux protéger ou pour sévir à l'endroit des gens qui sont plus durs envers les politiciens de tout acabit, mais ça vise beaucoup de monde municipal. Ouais. Est-ce que c'est la solution? Oui, ça en est une. Ouais. Moi, j'y crois. Puis je crois pas beaucoup, sortait cette semaine là, des patrons de presse qui remettaient en question le projet de loi. Est-ce que le projet de loi ne peut pas être amélioré? Il y a peut-être des façons. Mais en même temps, on nous dit, oui, mais la catastrophe, c'est que les gens vont plus pouvoir s'exprimer. Moi, c'est pas ça que je dis dans le projet de loi, là. Mais en même temps, la catastrophe, présentement, c'est que les élus, femmes et hommes, se font attaquer et ça devient inhumain. Puis il n'y a personne qui a le goût de dire, moi, je vais prendre 4, 8, 12 ans de ma vie pour être martyrisé tous les jours. Il n'y a personne qui a envie de ça. Alors que des gens contestent, que des gens ne soient pas d'accord, que des gens soient dans nos conseils de ville, ça ne changera pas, là. Alors présentement, l'enjeu, je comprends la question de la liberté de presse, il faut qu'elle demeure. Je comprends la capacité des citoyens de venir s'exprimer, de s'opposer. Il faut que ça demeure, c'est fondamental. Mais il y a des coucous qui ne savent pas le faire, puis qui attaquent, puis qui sont vicieux, puis qui sont méchants, puis qui sont violents, et ça, c'est pas acceptable. Ben, moi, je suis pas d'accord. Ben, je vais te dire qu'en finissant avec les coucous, Ah, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait des propos violents, puis ces choses-là, c'est pas acceptable. On est d'accord là-dessus. ouais, mais, Mais on regarde ce qu'ils pensent. Oui. Regarde ce qu'ils pensent. Quand tu es des gens qui sont pas d'accord puis qui utilisent des choses sur toi, ils appellent les coucous. Tu sais, ça joue des deux bords, ça, là. Définis, c'est quoi un coucou? Oui. Ben, un coucou, là, c'est quelqu'un qui pense pas comme lui puis qui ridiculise ses histoires de vélo puis ses patentes green. Pour lui, c'est ça, un coucou. Donc, quand tu gères une place puis que les gens sont pas d'accord, tu les considères de coucou, ben, je suis désolé. Tu mérites de te faire insulter sur les médias sociaux. Et il m'a dit, comme Joseph Facal a écrit en fin de semaine, en toi puis moi, là, tu sais, ils savent là, qu'ils s'en vont sur une game qui est publique. Ils savent qu'ils arrivent à des idées extrêmes. À un moment donné, c'est peut-être pas le monde qui ont tort.
OK, ben voilà pour notre ami Stéphane Lachance de Respect citoyen sur Radio Pirate Live. On a jasé pas mal longtemps avec lui également sur le Prime. Donc, on a fait du temps de plus. Toujours le fun de voir que les gens s'impliquent de plus en plus en politique un peu partout au Québec. Et Steph représente cette nouvelle génération de gens qui veulent s'impliquer. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com 100% Jeff Fillion. Moi, je fais pas de recommandations. Oh mon Jerry! Oh que oui! On est prêt pour le boursicotage. Très attendu le mercredi. Je comprends. On a une portion pour nos amis de Radio Pirate Live. Et on a une plus grande portion. On est très généreux aujourd'hui pour les gens qui aiment le boursicotage. Car Jerry est en feu et nous offre quasiment 45, 50 peut-être. C'est beaucoup de boursicotage. Vous savez, je vais vous le dire. Là. Habituellement, Jerry faisait des conférences, puis il chargeait un petit montant. Là. Et là, vous l'avez sur le bras. Et si vous avez besoin d'un abonnement pour l'avoir au complet, ben vous allez vous abonner sur radiopirate.com. Jerry, on commence avec quoi? Et Jeff, j'ai reçu plusieurs messages de boursicoteurs. Parce que les pirates, je pense qu'il y a beaucoup de boursicoteurs dans les pirates. Et il y a plusieurs pirates qui veulent devenir boursicoteurs. Donc, des fois, ils disent comment on fait? Quelle plateforme utiliser? C'est facile. Jerry à radiopirate.com. Je vais vous écrire des fois un petit message comme ça. Si ça peut vous aider. Mais c'est ça, l'esprit du boursicotage, c'est quoi? C'est la curiosité. Et je suis très, très heureux que... parce que la semaine passée, c'est un stock que personne connaît. Quand je dis personne, là, c'est ce qu'on fait, nous. Là, on le fait en français, mais même en anglais, au Canada, c'est le genre de discussion que personne n'a. Parce qu'ici, au Canada, la bourse... c'est un peu plus, un peu plus pépère qu'aux États-Unis. Il n'y a pas trop de spectacles. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de stocks. Et c'est beaucoup d'histoires. Et justement, quand on suit la bourse américaine, bien, on découvre beaucoup de compagnies. Puis elle, que personne ne connaissait, c'est Despegar. Despegar, D-E-S-P. L'Expedia Latino. On a parlé la semaine passée à cause des résultats financiers. T'sais, et le stock, justement, c'était moi, j'appelle ça un play contrarien. Ça veut dire quoi? C'est être contrarien dans un secteur en particulier. C'est que tu as un stock. Despegar, c'est pas compliqué. La business, ben, c'est de vendre des billets d'avion, louer des chars, les hôtels, des sorties. C'est comme Expedia. Mais Latino, je pense que l'équipe qui travaille sont en Argentine, mais le siège social de Despegar, je pense qu'il est dans une île des Caraïbes. Mais belle business, mais qui passait en dessous du radar. Quand je dis un play contrarien, c'est parce qu'on l'a vu les résultats, on a reçu les derniers résultats de Expedia et on l'a vu aussi les derniers résultats de Airbnb. Puis c'était mitigé. Des analystes disaient ouais, il y a un genre de mini ralentissement, là, telle affaire dans le voyage, telle affaire. Fait que, on s'est entendu que ça avait passé un peu neutre. Ça avait pas, il n'y avait pas rien de désastreux. Mais ça avait passé. Il n'y avait pas de mots d'intéressant. Et là, il arrive justement les earnings d'Espegar. La majorité des analystes. La grande majorité des analystes pensaient que ça allait faire comme les autres. Mais il y a un gars qui fait des pizzas ou qui faisait des pizzas à Charlebourg. Il en fait encore. Oui, il en fait. Mais là, je suis à Beauport. Là, c'est ça. OK. Donc, le gars qui fait des pizzas, il dit ouais, moi, je pense que Despegar va avoir des bons résultats. Je me basais sur quoi? Je me basais sur, vu que c'est une compagnie qui n'est pas suivie du tout.
c'est pas une grosse compagnie là, comparée à ses compétiteurs. Là. Mais je regardais les derniers chiffres et je voyais justement, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est le programme fidélité de Despegar. Et aussi les habitudes des consommateurs. C'est que les Latinos, quand ils réservent quelque chose, mettons, nous, on va sur Expedia, on va réserver, mettons, notre hôtel ou, mettons, nos billets d'avion. Mais on va aller sur hotel.com ou un autre site. Des fois, un, ça appartient à l'autre. Là, mais on se promène beaucoup. C'est-à-dire que les Latinos, eux autres, ils vont plus réserver tout le stock à la même place. OK. Ils ont plus cette habitude-là. Et le programme fidélité de Despegar, qui est très, très bon. Justement, dans les résultats qui sont sortis, vous n'avez profité, ceux qui ont acheté le stock n'ont profité. T'sais, le stock hier a formé à 14,75. Il y a eu un pic dans le coin de 15 piastres, 15,50 ou dans ce coin-là. Mais si on regarde ça, la business est très, très bonne. Brasil et Mexico. Donc, parce que les autres sont dans une vingtaine de pays, justement, latinos. Le Brésil, on dit latino, pas genre en espagnol. Le Brésil parle portugais. Mais au Brésil, très, très bon, la clientèle et le Mexique. Donc, plus 12 % de réservation. On parle de janvier, février, mars 2024. Comparé à 2023, 12 % de plus. C'est quand même très, très bien. Et les dépenses de la compagnie, parce que tu veux dire, à un moment donné, ces compagnies-là, on peut dire que c'est un peu des compagnies techno d'une manière. Ils ont beaucoup de monde, ils ont des longs jeux de mur. Et là, ils ont fait un mini-ménage. Puis les dépenses sont bien contrôlées. Donc, profit net est passé de 13,3 millions dans le trimestre à 22,4 millions. C'est quand même très, très solide. Donc, les analystes ont aimé et ont aimé aussi le programme fidélité, comme je vous parle. Donc, ils sont rendus, je pense, à 25,7 millions d'abonnés fidélité. Donc, ça, c'est des gens qui ont l'habitude de voyager. Ça peut être une fois par année, 3 fois par année. Mais c'est du monde qu'ils ne vont pas voir ailleurs. Dans le sens que les autres, ils vont sur Despegar. Ils ne se battent pas avec ça. Donc, et l'application qui est très populaire, 48 % des transactions ont été via l'application. Donc, ça, c'est très, très bien. Moi, je suis très content des résultats et les prévisions de la compagnie, mais c'est souvent ça aussi que les analystes regardent, les prévisions pour le reste de l'année. Hein. Qu'est-ce que la compagnie dit? Les résultats, c'est ce qui a été fait. Les prévisions, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Donc, des fois, il y a des compagnies qui disent « Ouais, on pense que dans l'avenir, on pense dans les prochains mois, ça va être plus difficile. » Ou « On pense dans les prochains mois, ça va être pareil. » Ou « On pense que ça va monter. » Donc, c'est des prévisions de la compagnie en tant que telle et non de la prévision des analystes, la prévision de la compagnie. Donc, les autres, ils pensent avoir un revenu record, justement, pour 2024, aux alentours de 820 millions. Donc, ça serait 16 % de plus que 2023. Et là, l'histoire, personne ne l'a détecté Despegar, sauf le gars de pizza. Il n'y a personne qui l'a détecté. Je vous le dis, zéro. Il y a un gars perdu dans le Grand Nord qui fait des pizzas. Moi, je vous en ai parlé. Puis on en a profité, ça va bien. L'affaire, c'est que la question présentement, c'est quoi? On fait quoi, là? On n'est pas venu riche là, avec ça, là. On fait de peu d'argent. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on reste dans Despegar? C'est la question qu'on se pose. Justement, j'ai eu un message hier d'un pirate. Il dit « Ouais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je devrais faire? » Vous faites ce que vous voulez. Hein? C'est votre argent. Vous n'êtes pas venu millionnaire. Mettons qu'on l'a bien poigné. Tiens, on va le dire de même. On l'a bien poigné. Puis, tu sais, je fais un 1000, puis je fais un 1500, puis je fais un 500. Puis les plus petits, ils ont fait 200, puis les plus gros, ils ont fait 5000. On s'entend-tu, là? Regarde, on s'amuse, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut dire, oui, la compagnie est sur un bon trend. C'est sûr que c'est une petite compagnie. C'est-à-dire, c'est un travail mais la croissance est là. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Sauf que ça va brosser un peu. Puis, il faut le dire que c'est un stock en bourse qui va être drivé par ses résultats.
Il n'y a pas beaucoup de spéculation. Parce que en bourse, la spéculation, c'est important. On spécule des choses. C'est ça. Des fois, ça fait monter des stocks. Mais ça, il n'y a pas de spéculation avec ça. Ça, une compagnie, c'est des faits, d'une manière. On vend les voyages, on loue des chars, on loue des chambres d'hôtel. On a des ententes avec l'hôtellerie puis l'aviation. T'sais. Donc, il faut plus attendre la croissance. Il faut attendre les trimestres. C'est le même, hein? Il faut attendre les trimestres pour savoir, le prochain trimestre va être meilleur. On s'entend-tu? On y va là-dessus. Ça peut être un bon play long terme. Oui, ça peut être un très bon play long terme. Tu restes investi à 100%. Mais il y a les autres options. L'option de tout vendre. Goodbye, je ramasse mon profit, puis je chaque mon camp et je mets mon argent ailleurs. Très bonne option. Et l'autre option, c'est l'option que moi, j'aime beaucoup. Dans un cas comme ça, c'est qu'on l'a acheté avant, on fait quelques piastres, mais pourquoi pas reprendre notre argent? Je vous fais un scénario. Je fais un scénario très, très simple. J'en ai acheté 600 à 12,50 avant les earnings. 600 à 12,50. Ça fait 7500 piastres. Puis là, ça vaut quoi? Grosso modo, 9000, grosso modo. Mettons qu'il était à 15. Mettons qu'il serait à 15, là, au moment où on se parle. Mais tu sais, si j'en vends 500, je reprends mon 7500. Il m'en reste 100. Et les 100 parts que j'ai, c'est mon profit. Et ce profit-là, autrement dit, si ça tombe à zéro, je kiffe. Ça n'arrivera pas. Mais si, mettons qu'il redescend à 12 piastres, c'est quoi le stress? C'est mon profit. Mais c'est là que tu peux le faire patienter. Et là, l'histoire, c'est que tu n'es pas investi au complet. L'argent que tu as là, je sais qu'il est plus petit, tu as juste 100 parts. Mais ce 100 parts-là, qui sait qu'on peut arriver au mois de décembre puis que l'action est à 20? Puis après ça, on arrive en avril l'année prochaine puis que l'action est à 28. Qui sait? On ne le sait pas. Mais là, il n'y a pas de stress parce que c'est votre profit que vous laissez aller. D'un bord ou de l'autre. Mais moi, puis je le raconte souvent, j'ai dans mon portefeuille plusieurs, je dis plusieurs, j'en ai pas 500, là, mais plusieurs petits profits comme ça que je laisse aller. Puis il y en a qui ont profité, qui ont continué à monter tranquillement. Puis c'est mon petit profit qui grimpe. Super le fun. J'en ai 2, 3 qui tirent la patte. À un moment donné, je t'ai écœuré, je le vidange. Fait que je pensais à faire, mettons 1200 pièces de profit avec, puis je me ramasse, je fais 700, je vidange, goodbye. J'ai fait 700 pareil, là. Le 700, je l'ai fait, là. Non, mais je suis moins stressé. Comprenez-vous un peu la patente? C'est que si tu as mis tout ton pote ou un bon montant dans une compagnie, là, tu reprends ton cash, by the way, ça te donne de l'argent pour aller boursicoter ailleurs, et tu as un profit je prends ici Despegar, tu as le profit dans Despegar que tu peux laisser aller. Ils sont sur un bon trend, eux autres. C'est le fun de savoir ça. Donc, vous voyez la mentalité de ma mentalité. Donc, tu peux te ramasser après ça plusieurs, avec les années, tu peux te ramasser avec plusieurs petits profits comme ça. De quoi, un ou deux là-dedans, tu te dis, tabarouette, il roule, hein? Oh boy, ça roule. Puis là, ça vient compenser pour ceux qui ont baissé un peu, mais ça reste du profit. C'est ça qui est le fun quand tu pognes des winners comme ça. Donc, en vendre une partie, reprendre son argent, puis ça te donne de la liquidité pour aller boursicoter ailleurs. Donc, c'est un peu ma mentalité. Donc, bravo à ceux qui ont... J'ai reçu quelques messages, puis ils me disaient « Hey, Jerry, merci beaucoup. » Vous n'avez pas à me remercier. Non, parce que c'était pas une recommandation. C'est jamais une recommandation. Non. Mais vous n'avez pas à me remercier parce que c'est votre argent. Parce que moi, votre merci, il me fait chaud au cœur, votre merci. Je suis content. Hey, merci, Jerry. Mais le jour où ça va planter, tu vas dire ouais, Jerry, j'ai embarqué dans ta patente puis j'ai mangé de l'argent. Mais là, c'est-à-dire, oui, je suis content de votre merci. Mais en réalité, le merci, je veux pas l'avoir parce que je veux pas avoir de l'autre bord aussi. C'est des deux bords. Mais je comprends que je pense que le merci, il vient plus pour merci pour l'idée. Parce que c'est ça, le boursicotage, mon boursicotage, c'est ça, c'est de faire découvrir des choses que personne parle. Puis moi, c'est mon plaisir. Parce que
quand j'ai commencé à suivre la bourse dans les années 90, je me suis aperçu qu'il y avait un clash énorme entre ce qui se passe aux États-Unis puis ici. Aux États-Unis, c'est un spectacle boursier. Oui, tu as la bourse, tu as l'investissement, tu as un million d'affaires. Mais en réalité, il y a un côté chaud. Ici, on n'a pas ça. C'est vrai, hein, il n'y a même plus rien à TV. Il n'y a plus rien. Non, il y avait... Canal Argent? À Canal Argent, il y avait Carignan. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est son prénom. Carignan, lui, c'est un pur trader, là, pour vrai. Là. Lui, il y a une solution de trading. Je ne sais pas s'il était à la retraite aujourd'hui, M. Carignan. Moi, j'ai toujours aimé Carignan. C'est Michel Carignan. Michel Carignan. Un pur trader. Puis quand tu écoutais son émission, là, lui, il boursicotait comme moi je le fais là. Ouais. C'est un des rares où ce qui a amené le côté picante, où ce que la bourse, c'est du le trading pur. Mais la bourse, c'est pas juste le taux de chômage. Non, c'est ça. Puis du mémérage à ras de canne. C'est pas ça, là. La bourse, là, c'est du chamaillage. Là. C'est du ding-ding, un gros taureau, un gars qui engueule un autre. C'est ça, la bourse, là. La bourse, c'est tu craches, tu montes, ça brasse. C'est ça, la bourse. La bourse, là, c'est GameStop, là. C'est ça, la bourse, là. C'est pas le taux de chômage puis Filion qui scille à ras de canne. C'est pas ça, la bourse. La bourse, ça brasse, là. C'est le fun. L'autre Filion. Oui, c'est ça. Tu sais qu'en France, il y a un gros réseau radio-télé qui s'appelle BFM. BFM, oui. Tu sais, tu as BFM Télé, BFM Radio. Ils sont comme partout, là. Les autres, ils ont BFM Business. Oui, monsieur. Puis 24 heures sur 24, ils parlent de bourse. Ils parlent de bourse. 24 heures sur 24. Ça, c'est moi, des fois, j'écoute ça le samedi matin. BFM Business, tu en apprends plein sur toutes les entreprises. En France et international. Voilà. Tu sais, des mouvements qu'il y a eu, telle affaire est arrivée, tout ça, c'est à surveiller. Puis là, il prévoit faire une autre acquisition. C'est ça. Puis ça, ici, le trimestre n'a pas été bon. Ça, faites attention à ça. Non, c'est capoté. Là. Voilà. Mais ça, tu veux... C'est drôle, ici, ça... Ici, on n'a pas ça. On n'est pas très business, j'imagine. C'est peut-être ça. Pourtant, Toronto, tu disais, la bourse de Toronto, c'est pas rien. Là. C'est une grosse bourse. Mais il n'y a plus de bourse à Montréal. Non, il n'y a plus de bourse à Montréal. Dans le temps, à l'époque, il y avait une à Montréal et une à Vancouver. Il y avait une à Vancouver. Oui, il y avait aussi. Il y a très longtemps. Vancouver non plus, il n'y a plus de bourse à Montréal. Non, il n'y a plus de bourse. Ah, il n'y a plus de bourse. C'est Toronto. Ben, il y a les deux bourses. Là. Il y a le petit marché puis le gros marché. Mais je veux dire, on n'a pas ça ici. Puis pourtant, on l'a quand même assez d'histoire parce qu'on sait... on parle beaucoup de ressources. L'or est sur une montée présentement. On pourrait avoir des chroniques, justement, du trading. Pas juste dire l'or monte. C'est pas juste ça. Là. C'est OK, tel... le pourquoi du comment. Oui, puis le côté spéculatif. OK, il y a une nouvelle mine qui va rouvrir. OK, il peut y avoir une entente avec l'autre compagnie. C'est parce ça. qu'en bourse, là, de ce que je comprends, il n'y a rien qui arrive sans raison. Il n'y a rien qui arrive sans raison. Là. Si telle affaire monte, si telle affaire descend, ben là, il y a des raisons. Il y a une multitude de raisons. Il s'agit de découvrir ces raisons-là. Voilà. Puis toi, des fois, tu réussis à... Tu as une petite boule de cristal. Tu sais, Jeff, il y a une grosse boule de cristal, mais toi, tu as la petite boule de cristal. En bourse, je suis assez mémère. Je suis assez fouineux en bourse. Tu es fouineux en général. Mais, oui, je suis fouineux en général. C'est comme les potins de la bourse. Hein, que tu fais. Oui, il n'y a plus de patinage. Ah, j'ai dit du patinage. Il n'y a plus de patinage, il n'y a plus d'analyse technique. Ça doit faire. On s'amuse. Voilà. C'est le boursicotage et la semaine prochaine, encore plus de boursicotage. Tiens-toi, thank you, man. On est privilégiés, donc merci pour la gang du live qui ont une bonne partie. Et les chanceux du Prime, vous avez été gâtés. Voilà pour le boursicotage, comme disait Jerry, plus de boursicotage la semaine prochaine. Tiens-toi, ça taponne. Ça taponne. Le stock taponne. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Criez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Oh, yeah. Jonathan Hamel avec nous autres.
Jonathan Hamel qui... Puis nous, on a un genre de petit channel de placotage Messenger. Puis je sais qu'en dedans de lui-même, il voudrait faire un genre de vestiaire, Mr. White. ben oui, je suis toujours prêt à parler de hockey. Écoute, toujours prêt à parler de hockey. Surtout ces temps-ci, on a les playoffs, les séries de la Ligue nationale. Puis je me suis mis à écouter hier et avant-hier le championnat du monde. Là. C'est quand même intéressant. Là, tu sais, un format différent. Il y a quand même des coupes. Tu vois quand la plupart des bons joueurs des équipes éliminées sont là. Hier, j'ai écouté justement, c'était Canada, République tchèque, je pense, avec Pasternak, tout ça, c'était intéressant. Là. C'est vrai que Connor Bedard n'a pas tant joué, hein? Ben, ils disent qu'ils l'ont pas fait jouer tant que ça, parce que, écoute, je sais pas pourquoi, là, apparemment que je pense qu'il faut que tu gagnes ta place. Tu sais, je pense que l'équipe nationale, il y a comme peut-être pas dire des règles non écrites, mais tu sais, il y a des vétérans là-dedans. Les coachs, souvent, préfèrent certains joueurs. Il y a beaucoup de politique là-dedans aussi. Là. C'est quoi tes prédictions pour les playoffs? Panthers, Rangers, qui va être vraiment une bonne série, moi, je pense. Là. Vraiment. Oui, je pense que oui, parce que, écoute, moi, je suis content des résultats. Vancouver, ça n'a pas été si bon que ça. Honnêtement, c'était bon. Écoute, moi, j'aime beaucoup le style de jeu des Oilers, mais écoute, les 2 dernières games... Vancouver a eu une petite remontée à un moment donné, un petit sursaut de vie, mais sinon, c'était pas super impressionnant. Panthers Rangers, je pense que ça va être assez intéressant comme série. Écoute, duel de gardiens excellent. Le jeu rapide des Panthers, j'ai hâte de voir comment plus complet au niveau des Rangers avec des défenseurs incroyables, Adam Fox. J'ai hâte de voir comment ça va être assez intéressant. J'ai pas tellement aimé, je te dirais, la série Rangers-Caroline. Je pense que Rangers-Panthers va être meilleur. Je pense que, écoute, prédiction, moi, je pense que Panthers va l'avoir peut-être en 6. Et de l'autre côté, écoute, Dallas, moi, je peux pas dire que j'aime pas ce club-là, mais tu sais, des fois, tu comprends pas trop, là. Ça en est un, je comprends qu'ils sont forts, puis depuis le début, écoute, ils ont défait 2 de mes prédictions. Là. J'avais vu Golden Knights qui passait, puis finalement Colorado. Puis les deux ont été battus. Fait qu'écoute, il faut que je me résigne. Là. Donc, ils ont leur place en finale de l'Ouest. Mais bon, Dallas, c'est que Dallas, ils ont des joueurs, pour vrai, là. Quand tu es un pooler, il y a plusieurs joueurs. Je ne dis pas des gars comme Jimmy Benn, mais c'est des vieux de la vieille, là. Mais c'est pas tellement ça qui drive l'équipe. Là. Il y a un gars qui s'appelle Wyatt Johnston. Ouais. Il n'y a pas genre 19 ans, lui. Il a fait comme 20 ans. C'est le premier centre d'équipe. Là. C'est le premier trio le premier trio là, des Stars, là, c'est Johnston au centre avec Robertson à gauche, puis Stan Coven à droite. Là. Il y a 21 ans. Je sais pas si tu le sais, là, mais en début d'année, là, il y a pas peut-être Robertson dans un pool d'hockey, là, mais les autres, le monde n'y voyait pas là partout. Non, exact. Ça, c'est des affaires qui... là, c'est là que tu vois du talent émerge. Là. Écoute, c'est le fun de voir ça. Là. C'est ça, tu sais, le hockey des séries, je suis d'accord avec Jeff, c'est pas du tout la même gang que pendant la saison. Tu sais, on a quoi? On a comme 50 matchs qui servent à rien, là, dans le fond, dans toute l'année. C'est là qu'on s'en rend compte que mettons une saison de 60 matchs, ça serait nice. Là. Tu veux dire, c'est ça. Puis surtout que là, tu sais, ça commence toujours tranquillement. Puis là, tu te rends compte souvent qu'il y a des équipes qui perdent par une coupe de points. Puis tu te rends compte que les matchs de marde qu'ils ont perdu, c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont dans les séries ou pas. Après ça, le format des séries, c'est discutable aussi. Là, tu sais, l'histoire des divisions. Il y en a beaucoup qui voudraient revenir à un genre de 1-8, 2-7, comme avant, là, si tu veux. Là. Fait que ça, parce que dans le fond, tu joues beaucoup de games contre des équipes qui n'ont pas rapport. Là. Les Canadiens, Anaheim, là, on s'en crisse un peu, là, honnêtement. Là. C'est ça. Tu as fait un peu quelques petits paris sur le site, des petites affaires. Mr. White, il est très actif. Moi, j'en fais un peu. Là, j'ai fait pas mal d'argent avec les mondiaux parce que c'est assez prévisible. Fait que tu peux faire des espèces de parlay de 4-5 games. Là. Donc, j'ai recoupé mes pertes avec la première ronde, je te dirais. Mais sinon, un petit peu, tu vois, j'avais misé la dernière game. Là, j'ai un parlay avec la game d'asseoir. Tu vois, j'ai gagné la première game. Fait que là, la game d'asseoir, je mise Panthers. J'ai hâte de voir. Parce que les Panthers sont les favoris de la coupe à l'heure actuelle quand tu regardes les odds. Là. Oui, c'est ça. Ça commence ça en Floride?
Non, à Non, New York. ça commence à New York. Ça commence ce soir. La game est à 8 heures. Hein, ce soir, puis vendredi. Écoute, j'ai regardé, là, écoute, c'est pas confirmé. Je regarde peut-être pour y aller vendredi. Écoute, les tickets, Jerry, ça n'a aucun bon sens. Non, arrête. Il y a rien en bas du premier, tu sais, le premier étage, là. Je pense qu'il n'y a rien en bas de 800 US, puis t'es vraiment en haut, là. Quelque chose les billets équivalents que j'avais à Boston, que j'avais payé 500 US chaque, à New York, sont rendus genre 2000 US, là. Tu voulais faire un genre de in-and-out à New York, c'est ça? Ben New York, ben, ça se fait bien, là. Du coup, 6 heures, overnight, c'est le fun, là. J'aime toujours ça à New York. Puis, jamais allé au Madison Square Garden. Apparemment que c'est une belle expérience, donc ça manque à ma culture de hockey. Mais bon, je suis en train de regarder ça un peu, là. Mais bref, à soir, Panthers, je pense qu'ils vont l'avoir. Juste finir avec le hockey. Il y a un gars qui est tout à fait incroyable. Tu sais, pendant la saison, on suit l'Ouest, mais des fois, on suit l'Ouest un peu de travers, un peu de côté. Là. Puis Evan Bouchard, le défenseur à Edmonton, il est-tu bon? Non, c'est incroyable. Incroyable. Le gars, c'est un franco-albertain, je pense. Un franco-ontarien. Hein? Exactement ça, franco-ontarien. Ben, son père, il est natif de Montréal, installé justement en Ontario. Il parle français. C'est pour faire plaisir aux péquistes. Oui, il parle français. Mais c'est pas souvent qu'il dit, mais il parle français, parce que son père, il parlait en français quand il était petit, là, à la maison. Il a 24 ans, premier choix des Oilers, 10e overall. Le gars, il est... Ben là, c'est pas compliqué. J'ai vu des stats de fou. Je pense que les points dans les 2 premières rounds, je pense qu'il égale pas un record de Paul Coffey ou de quoi de même. Là. Exactement ça. 20 points pour un défenseur dans les 2 premières rounds. Donc, c'est un gars qui peut s'aligner pour... je sais pas combien de points si, mettons qu'Edmonton s'en va en finale puis joue beaucoup de matchs, ça se peut qu'il ait le record de tous les temps. Là. C'est assez impressionnant. C'est incroyable. Moi, écoute, je le dis et je le répète, là, c'est... Quand tu vois du hockey de la Ligue nationale, pour moi, le plus impressionnant, c'est les défenseurs. Là, parce que, tu sais, le jeu d'avant, c'est toujours un peu... Tu sais, tu fais des erreurs, c'est toujours moyen de te reprendre, tout ça. Oui, je te dis pas que c'est pas rapide puis que... ils font pas des beaux buts. Le point, c'est que le contrôle de la game, surtout avec les défenseurs maintenant mobiles comme Makar, Bouchard, Adam Fox à New York. Moi, je trouve ça extrêmement impressionnant. Les passes, les lancers. Puis de voir le nombre de points qu'ils sont capables de faire dans une saison comme Makar. Moi, Makar, je pense que c'est un des... c'est un des meilleurs. Moi, je pense que c'est le meilleur défenseur de tous les temps, là, selon toutes les métriques. Donc, c'est extrêmement impressionnant de voir le défenseur, encore plus en vrai. Moi, je suis fasciné par ça. Moi, je suis un joueur d'avant. J'ai pas je te dirais, l'intelligence de hockey de jouer à la défense. Je suis plus offensif. Donc, j'ai capable d'apprécier un bon jeu défensif et d'avoir la petite touch aussi. Tu sais, une fraction de seconde peut faire la différence entre un revirement et il n'y a personne en arrière de toi, il y a le gardien. Là. Donc, ça, faut regarder le hockey. Il faut jouer un petit peu aussi pour apprécier le bon jeu défensif. Là. Dans l'actualité, Joe, tout le monde se souvient de l'histoire du viaduc qui a crissé le camp puis qu'il y a quelqu'un qui est mort. Je pense que c'est 2 personnes qui sont décédées en dessous. Quoi, 98, 99, hein? Exactement ça. Après ça, moi, je me rappelle très, très bien. Là. Après ça, le gouvernement a décidé... il a fallu qu'il y en ait un qui tombe. Le gouvernement a décidé de faire le tour de la province pour trouver, autrement dit, ceux qui sont problématiques. Et pas loin de chez moi, à 10 km de chez nous, un viaduc que je prends très, très souvent. S'il ne les réparait pas, pour vrai, là, il allait, puis ça, c'est une vraie histoire, là, il allait calisser le camp lui aussi là, dans les mois qui viennent. Là. Il était sur le bord de sacrer le camp. Quand tu entends ça, tu dis, hein? Et là, on l'apprend depuis 2-3 jours. Là. On l'apprend que le pont de Québec, c'est pas moi qui le dis, là, c'est M. Yvon Charret. Il dit que le pont de Québec, il est bon encore pour pas mal longtemps. Là. On parle de jusqu'en 2099. Ah ouais, écoute. Pense à ça, là. Le pont de Québec, bon encore jusqu'en 2099. Mais là, j'ai manqué un peu ça. Là. Ils veulent pas mettre comme 1 milliard sur le pont sur 25 ans. Là, voilà, ça? Un genre d'entretien à chaque année pour qu'ils tiennent debout. Ça n'a pas de sens, là. Ça veut dire
Si tu prends le pont de Québec, tu sais que Mr. Watt, il l'a pris. Moi, je le prends en vélo, Joe. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que là, dans le fond, en auto, là, j'ai perdu un peu un des bouts. Là, de ça. Là, il n'est pas toujours ouvert, c'est ça? Il n'y a pas de transport lourd sur ce pont-là. Voilà. Depuis des années. Depuis des années. Fait que c'est juste des chars qui passent dessus. C'est ça, exactement ça. Donc, puis là, on apprend aussi qu'à Montréal, t'as, je pense que c'est 13% des stations de métro sont de classe D à E. Ça veut dire que des problèmes majeurs dans plusieurs stations de métro à Montréal, ça coûterait une fortune à remettre ça. Tabarouette! Non, le métro, c'est un shit show. Là. Puis le métro, moi, je le dis depuis longtemps. Tu es dans une ville comme New York, tu vois tout le monde dans le métro. Là. Tu vois des présidents de société, tu vois des mondes de hedge fund, tu vois des travailleurs, tu vois des rappers avec des ghetto blasters, tu vois des homeless, bref, dans le sens où tout le monde prend le métro parce que c'est souvent pour aller du point A au point B, c'est le moyen de transport le plus rapide. Écoute, pour aller au Yankee Stadium, là, quand tu pars de downtown, c'est de loin la meilleure façon. Écoute, tu vois du monde avec les chandails, ça boit de la bière dans le métro. L'avantage, c'est qu'à New York, le métro, il est pas profond. C'est que tu es sur la rue, tu fais à peu près comme, je te dirais, 150 pieds, puis tu es dans le métro. Montréal, des fois, c'est une expédition pour aller chercher le métro. Là. Dans certaines stations, Lucien Lallier, entre autres, c'est comme, je pense, c'est trois étages plus profonds. Donc, tu marches énormément pour aller dans le métro. Et là, il y a quand même une montée de violence depuis... Tu sais, tous les indicateurs de la ville de Montréal sont au rouge. Là. La ville est plus sale, la ville est plus dangereuse, il y a des trous partout comme jamais, mais le métro, écoute, t'as vu, les histoires abondent dans les médias, des gens qui se font attaquer dans les métros, puis on a quand même une police, ça m'a toujours fasciné, il y a une police des métros, là. Il y a comme une division de STM, ils ont des chars, là, puis ils ont des badges, ils ont juste pas de gun, je pense, là. Mais t'as quand même une force de police ou de sécurité qui vient pas à bout, là, justement, des homeless puis des gens qui deviennent violents dans le métro, mais c'est un réel shit show encore. Des milliards de dollars engrangés là-dedans chaque année, puis on n'est pas capable d'avoir des services qui ont du bon sens. Puis rappelons-le, oui, t'as quand même, le métro est plein pendant les heures de pointe, mais le reste de la journée, ça fait pas vraiment de sens que le métro roule jusqu'à 1h du matin. Puis je parlais justement à quelqu'un de la STM récemment, il me disait, ça pourrait facilement fermer plus tôt, puis ça baisserait les coûts, puis il n'y a pas grand monde qui prendra l'autobus là, à 1h du matin. Là, il y a une chronique, on va aller dans l'économie, il y a une chronique qui est sortie hier. Bon, Michel Girard, moi je ne le lis pas tout le temps, mais des fois il y a des affaires intéressantes. Puis Girard a dit justement que la filière batterie au Québec, je sais que toi tu en as beaucoup à dire là-dessus, là. La filière batterie, donc les investissements que les gouvernements ont faits, puis la voie qu'on prend présentement, il y a de plus en plus de monde qui ont des doutes, là, puis qui ont peur qu'on soit poigné avec des espèces d'éléphants blancs, puis des bâtisses qui produisent à rien. Là. Ben, écoute, Michel Girard, il est soit right on target ou complètement dans le champ. C'est une genre d'horloge brisée, là, il a raison 2 fois par jour. Mais là-dessus, quand il a raison, il met le doigt quand même pas mal dessus, tu sais, sur les taxes, les impôts. Je pense que des fois, il est assez acerbe et direct là-dessus. Puis on aimerait voir plus de choses comme ça dans le Journal de Montréal, un journal qui, à la base, était populaire. Je te dirais que le bonhomme s'est reviré pas mal de fois dans sa tombe en lisant les niaiseries qu'il y a là-dedans. Moralisatrice de chier sur le monde et la classe moyenne en général. Mais en général, écoute, je partage le constat de Michel Girard là-dessus. Parce que le problème là-dedans, c'est-tu... Le fond de l'histoire, c'est-tu que nous autres, mettons, on fabrique... Est-ce qu'on peut compétitionner, justement, ici, les Chinois, avec leur stock de batteries? Est-ce qu'on peut compétitionner? Je pense que la prémisse là-dedans, elle est mauvaise, dans le sens, la prémisse qui est vendue par Fitzgibbon et Investissement Québec et tout ça, c'est qu'il va y avoir une transition rapide et persistante des moyens de propulsion à carburant fossile vers l'électrique, le tout électrique, de manière rapide et totale là, d'ici, disons, les 5 ou 10 prochaines années. Je pense qu'on est complètement en retard parce que le marché a reviré de bord dans la dernière année. Moi, je pense que ça fait longtemps que je me positionne quand même là-dessus. Moi, je pense pas qu'il va y avoir de transition permanente sur le tout électrique. Il va probablement avoir plus d'hybrides. Nominalement, il va y avoir plus d'électrique, mais je pense pas qu'en proportion, ça va devenir aussi grand qu'eux le disent.
Je pense que le marché a retraité là-dessus. Regarde, la plupart des manufacturiers ont fait marche arrière sur leur plan du tout électrique, notamment BMW, Mercedes, Ford a annoncé qu'ils perdent des quantités pharaoniques sur chacun des F-150 Lightning. La plupart sont à vendre dans les cours, ne se vendent pas. Donc, je pense qu'il y a eu quand même une réalisation du fait que ça ne va pas arriver. C'était corrélé beaucoup avec le retour, tu sais, la réouverture 2021. Il y a eu quand même un aspect d'influx monétaire important qui ont dopé les marchés. Donc, c'était un peu une tempête parfaite qui a créé cette bulle-là. Et là, c'est en train de crasher solide. Je pense que Tesla va revenir à des multiples aussi qui sont peut-être plus proches d'un fabricant d'auto que d'une compagnie tech, là. Donc, ça, moi, je pense que la filière batterie, elle a un pitch de vente qui marchait en 2021, mais qui ne marche plus aujourd'hui, là. Et Fitzgibbon, il a parlé justement de Ford qui ont mis, autrement dit, qui ont mis une genre de pause, là, en fin de compte, là. Puis il dit, il n'y a pas l'air à stresser bien par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est quand même la construction de l'usine, je sais pas, c'est une usine de 1,2 milliard que Ford a arrêté, là. On dit que la construction est vraiment sur pause. Fitzgibbon n'a pas l'air associé avec ça bien. Il a pas l'air. Vraiment, c'est pas son cash, qui s'en encore lisse. Mais puis deuxièmement, c'est jamais arrivé, là. Les défenseurs de la transition, là, c'est jamais arrivé que notre technologie breakthrough, là, mettons comme le smartphone, c'est jamais arrivé que dans les 10 premières années, ou mettons les 5, là, que les ventes ont ralenti. Puis t'avais même pas besoin de subventions en passant. Puis ils ont jamais arrêté de bâtir de capacité de production, là. Donc, il y a quand même des indicateurs économiques clairs qui démontrent qu'on a atteint un plateau. Est-ce qu'on a atteint le plateau du EV? Écoute, c'est peut-être le cas, là. C'est arrivé que des technologies dans le temps qu'on pensait que ça allait être révolutionnaire, puis ça ne l'était pas. Qu'avec le recul, on s'est dit, ouais, on a peut-être allé all-in là-dessus, puis finalement, ben, il y a d'autres choses. On est resté sur des anciennes technologies qui se sont modernisées, puis qui sont devenues plus pérennes, disons. Mais moi, écoute, regarde à quel point l'intervention du gouvernement puis la présence de l'État dans cette filière batterie-là, elle est telle que la minute que le marché retraite un peu, ben c'est sûr que le privé là fait plus attention à ses billes. Tu sais, Ford, ils n'ont pas une quantité limitée de capitaux, là. Fait que, tu sais, ils n'ont pas besoin d'être élus non plus, là. Fait que, tu sais, que mettre l'usine sur pause, c'est une décision rationnelle. Pour Fitzgibbon, mais c'est juste de la politique, là. On parle de politique, les politicos. Aussitôt qu'il y a un ruban ou une histoire, sont les premiers à se mettre la face dans l'écran, là. Boeing qui investit 240 millions au Québec. C'est quand même assez grosse nouvelle, là. On parle de... Je voyais dans la nouvelle qu'ils veulent... Il y a les espèces d'hélicoptères drones pour genre de drones taxi, justement, qui veulent faire des tests dans le coin de Mirabel. C'est plus comme de la recherche et développement que d'autres choses, ce que j'ai compris, là. Un genre d'association avec genre d'association avec certaines compagnies de Montréal, là. Mais, c'est quand même... je pense que l'origine, écoute... j'ai lu comme entre les lignes que c'était ça, là. Faudrait comme... Mais si c'était pas là-dessus, je suis pas totalement certain. Mais je pense que Boeing est obligé d'investir au Canada en fonction du contrat qu'ils ont reçu pour les avions militaires, là. Ils ont rappelé ça des avions de patrouille maritime ou quelque chose comme ça, là. Que d'ailleurs Bombardier voulait et que là sont en maudit qu'ils l'ont pas eu. Oui, c'est ça, exactement, sont en maudit à cause de ça. Boeing s'installe, là. Mais il y a quand même à la base, il y a quand même une grosse... Ils appellent ça l'Aéro Montréal, là. Donc c'est tout Montréal et son pourtour. Dans le fond, évidemment, t'as Pratt & Whitney, t'as Bombardier. C'est le plus gros contributeur au PIB du Québec en passant, l'industrie aéronautique. Aéro DevTech, c'est quelque chose. C'est ici aussi. Puis en delà de ça, je suis déjà allé d'ailleurs, ils ont un tournoi de golf, là, à Aéro Montréal. C'est très gros comme grappe industrielle. Puis là-dedans, t'as quand même, oui, t'as les gros que t'as mentionné, mais t'as quand même des usines... puis des fabricants, tu sais, d'usinage qui ont comme 50, 100 employés, 200, qu'on connaît pas, dans le sens qu'ils sont pas connus du grand public, mais il y a quand même beaucoup d'emplois dérivés en fonction des fournisseurs. Donc, c'est effectivement un très gros pôle économique pour Montréal. Maintenant, comme tu dis, tu sais, il faut un peu débusquer quelles sont les subventions liées après ça, mais là, tu sais, c'est drôle parce que on vient un peu jouer dans les plates-bandes de Bombardier et d'Airbus, qui est l'ancienne C-Series, qui sont basés ici à Montréal, là. Exactement. Hey, on va boursicoter un petit peu. Je sais que beaucoup de pirates aiment ça, puis j'en ai fait quand même pas mal, là. Mais toi, le Bitcoin a brassé beaucoup.
Qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu le halving qui s'est fait, je pense, à la mi-avril. Donc là, le Bitcoin est comme redescendu dans le coin de 58-60, grosso modo. Il s'est-tu fait comme un genre de plancher, là, le Bitcoin? Là, il remontait sur les 10. Tu vois, ça s'est quand même rapprécié. On n'est pas loin de 70. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est pas mal l'actif le plus plate à suivre à l'heure actuelle. Honnêtement, là, c'est comme c'est celui que je suis le moins le prix. Je te dirais, je regarde beaucoup plus l'or actuellement, puis le pétrole, puis les commodités. Oui. Il semble avoir beaucoup plus de volatilité sur ces actifs-là que, bizarrement, sur le Bitcoin. Tu sais, on dirait qu'on a comme atteint un point dans le marché où... comme tu dis, il y a peut-être un genre de plancher. Fait qu'à long terme, c'est difficile de faire des prédictions là-dessus. Mais il n'y a plus vraiment d'histoire, là, je te dirais. Il y a autre qu'il y a quand même une adoption grandissante. Tu as quand même des compagnies qui en mettent sur le balance sheet. C'est le cas d'une compagnie japonaise hier. Donc, tu sais, quand il n'y a pas d'histoire, en fait, c'est peut-être l'histoire qu'il n'y ait pas d'histoire autour du Bitcoin puis qui se maintiennent à ces prix-là. Là. En tant que tel, moi, je continue ma même thèse d'investissement. Okay. Je pense que c'est une question d'accumulation à long terme, nonobstant le prix, parce que c'est difficile de prédire quels vont être les cycles du marché. Mais si tu regardes dans les trucs peut-être plus actifs ou plus volatiles... Le cuivre, est-ce que le cuivre est presque all-time high. Et en proportion... Ce qui est intéressant, c'est que le cuivre, en proportion du prix de l'or, est quand même à un des creux historiques. Donc... dans une des histoires, parce que c'est indirectement lié à NVIDIA et toute la folie du AI, c'est que tu as besoin d'électrifier, tu as besoin d'extend, tu as besoin de grossir la grille électrique pour fournir les data centers. Puis pour faire ça, tu as besoin de plus de cuivre. Tout le narratif d'électrique, même s'il n'est pas totalement réaliste, tu as toute une histoire de cuivre là-dedans aussi. Et tu as une histoire de supply de cuivre qui va probablement ne sera pas suffisant dans les prochaines années directement. Donc, tu as une espèce de supply crunch de cuivre qui est très, très bullish. On en a au Québec. Il y a quand même des dépôts de cuivre intéressants. L'or, tu vois, retraite un petit peu aujourd'hui. Je pense qu'il y a une crainte pour un maintien des taux plus élevés, tout ça. Bien, maintenant, il y a une question de repli de marché aussi. Là, l'or, t'as quasiment 2450. C'est quasiment, et ça, c'est 3000... On est presque à 3500 Canadiens, guys. Là. C'est incroyable, là, le prix de l'or en dollars canadiens. Puis même, encore une fois... Le prix de l'or en proportion de l'économie mondiale, puis du poids de la bourse, puis des mineurs, etc., est encore un creux quand même. C'est un secteur qui a été mal aimé pendant 10 ans, là, ça. Là. Oui. Puis même si la ressource est appréciée, il y a encore des mineurs, tu regardes des mineurs de petite, moyenne, de grande taille, qui ont des chiffres incroyables, puis ils ont comme pas d'amour là, des marchés. Là. C'est ça, justement, mais toi, tu suis ça beaucoup. Est-ce que tu es plus justement sur les compagnies en tant que telles, les petits orifères, ou tu y vas plus, mettons, trader dans des fonds ou des choses comme ça? Ou tu non, moi, je suis directement dans les compagnies. J'ai quand même une bonne exposure dans... Parce que généralement, l'or monte. Après ça, ben, les fonds suivent tout de suite, là, les fonds de ressources, mais les mineurs, les majors comme Agnico Eagle, Newmont, Barrick, eux vont suivre. Après ça, tu as ce qu'on appelle les mid-tier, comme IAMGOLD, Kinross, les plus petites mineurs. Puis après ça, tu as les juniors qui vont suivre. Puis là, la dynamique qui est en train de se passer, c'est qu'au prix de l'or actuel, les mid-tier vont acheter des propriétés de compagnies juniors comme nous, on opère, notamment comme Bullion Gold, BGD. On a une propriété sur la feuille de Cadillac en Abitibi. On a une propriété dans le nord de Chougamau. Ben, les mid-tier vont... Parce qu'au lieu d'explorer eux-mêmes avec le prix de l'or et les revenus qu'ils ont, ben c'est plus rentable de carrément acquérir des projets prospectifs que de... Parce que c'est un peu comme, dans le fond, les juniors, ils ont un rôle important dans l'industrie. C'est toute la prospection de premier niveau. C'est toutes les compagnies juniors qui font ça. Il y a un comparable aussi avec l'industrie pharmaceutique où souvent, c'est des petites pharmas qui vont découvrir des nouvelles molécules puis ça va être acheté. Ben regarde, rappelle-toi le vaccin, je vais dire c'est un mauvais exemple, là, c'est pas le meilleur produit, mais je veux dire, c'est un exemple de succès d'une compagnie comme BioNTech qui a fait le vaccin Pfizer. C'était pas Pfizer qui a fait le vaccin, c'est une compagnie allemande qui a fait le vaccin, qui a été licensé par Pfizer. Et c'est exactement la même chose avec les petites juniors d'exploration, comme on roule, comme BGD sur le T6V. Ben c'est ça, c'est que les mid-tier vont acquérir des compagnies comme ça qui ont déjà de la ressource. C'est-à-dire que de la ressource dans la terre qui a été déterminée par un certain nombre de forages.
Au lieu de se mettre à explorer eux-mêmes, ils en font un petit peu, mais ils sont capables d'acquérir des propriétés qui ont été dérisquées, qui sont rendues à un certain point pour les amener ou pas à faire une mine. Tu vois, la société qu'on a vendue en fin 2023, Vanstar, qui a été vendue à IAMGOLD pour 45 millions, ben ça, c'était rendu un stade où il y avait 5,5 millions d'onces d'or dans la terre. Oui. Donc, de découvrir ça, ça prend un certain nombre d'années. Et pour les mid-tier, je te dirais, ou même les plus grosses sociétés, ben c'est rendu économique de carrément acheter, même de faire une offre à 50, 60, 100% de prime sur le stock, on s'en fout. Là. Tu sais, Agnico Eagle, je regardais avec le prix de l'or, ils font quelque chose comme 1 à 2 milliards de plus par trimestre. Là, tu sais, fait qu'ils s'en foutent de ça. Là. Est-ce que le modèle aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres compagnies avec ce modèle-là, là, je ne suis vraiment pas un expert, là, mais c'est Franco-Nevada. Ouais. Dans eux autres, autrement dit, ils prennent, ce que je comprends, c'est qu'ils autres, ils prennent, ils donnent du financement justement aux minières, puis ils prennent une participation dans ces minières-là. C'est même ça qui fonctionne, eux autres? Ben, Franco-Nevada, c'est La Sonde. Oui, La Sonde. Pierre Lassonde, qui est un milliardaire québécois, là, qui est un des plus grands investisseurs, un des plus grands entrepreneurs québécois, à mon avis. C'est un modèle pour moi. C'est quelqu'un qu'on n'a pas... Demande à 10 personnes au Québec sur la rue, la majeure partie des gens ne connaissent pas Pierre Lassonde. Là. Tu parles de Lassonde au Québec, les gens pensent que tu parles des jus Lassonde. Les jus Lassonde, oui, c'est ça. Pierre Lassonde, c'est une légende mondiale de l'industrie minière. Le gars était président du World Gold Council. Le gars, en fait, toute l'industrie des royautés, c'est Pierre Lassonde qui a inventé ça, dans le fond. Donc, Franco-Nevada, c'est lui, il achète des streams, c'est-à-dire que, mettons... exemple, je te donne un exemple. La compagnie qu'on vient de vendre, qu'on a vendue, ben nous, généralement, quand tu vends une propriété, mettons que tu es un prospecteur, tu vends une propriété à une compagnie junior, ben tu vas garder souvent ce qu'on appelle une royauté nette net smelter royalty, là, royauté nette de fonderie. C'est-à-dire que souvent, c'est un 1 ou un 2%. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas conserver une royauté sur... Éventuellement, s'il y a une mine qui est produite sur cette propriété-là, ben 2% de ce qui va sortir de la mine en royauté, ça va être payé directement. Pour vous donner une idée, là, la compagnie Osisko qui a fondé la mine canadienne Malartic, qui est une des plus grosses mines à ciel ouvert, je pense, au monde, qui est une des plus grosses mines d'or au Canada. Eux, ils avaient vendu quand même assez tôt à c'était Yamana et Agnico Eagle, puis ils ont gardé, je pense, 6% de royauté. Puis écoute, avec ça, là, ils ont fondé quand même 3-4 autres sociétés qui valent quand même au total pas loin d'1 milliard à la gang. Là. Fait que juste la royauté sur une mine qui a produit, je pense, pas loin de 20 millions d'onces total avec l'extension, ça a été suffisant. Il y a des fortunes qui se font avec la royauté, c'est pas compliqué. Puis il y a des gens qui ont vu ça d'avance comme Franco-Nevada, Pierre Lassonde. Puis dans le fond, ça te permet, eux, ils achètent des royautés. C'est-à-dire que je te donne un cash flow tout de suite, une avance de paiement. Puis lui, dans le fond, ben c'est un play sur le prix futur de l'or, dans le fond. Là. Pierre Lassonde voit le prix de l'or à 25 000 $ de l'once d'ici 25 ans. Là. Ah oui? OK, c'est Lassonde c'est Lassonde, OK. C'est Lassonde derrière Franco-Nevada. Franco-Nevada, tu vois, dans les années où l'or était, dans les 4-5 dernières années, quand l'or avait perdu de l'intérêt, il y avait il était quand même pas mal au Nevada, pas mal dans le reste des États-Unis pour parler de shale gas. Écoute, le gars est à Bloomberg, parle de shale gas, puis de pétrole, puis de gaz, puis d'or avec son accent québécois. Là. C'est magnifique de voir ça. Là. C'est extraordinaire. Ouais. On termine juste un petit, en finissant, les résultats financiers de NVIDIA qui sort, c'est possiblement les earnings les plus attendus de l'année, là. Le premier trimestre de NVIDIA. Ce que je racontais justement avec Jeff, c'est que parce que les analystes prévoient, mettons, si les résultats sont au-dessus des attentes, on parle d'un genre de 10 % de hausse. Puis si les résultats sont en bas, on parle d'un 10 % de baisse. Mais que ce soit à la hausse ou à la baisse, on parle d'un montant, d'une valeur boursière de 200 milliards de dollars. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Vraiment, c'est plus que toutes les autres compagnies de chips mis ensemble. C'est un peu comme je pense, Tesla au haut de la bulle qui valait plus que toutes les autres compagnies de voitures. Ça se peut Est-ce qu'ils ont... je pense qu'ils sont comme en avance sur tout le monde en termes de chips. Là. Ça, il n'y a pas à dire. Ils ont des produits intéressants. Ils ont un pipeline intéressant. Moi, je pense que tout le narratif du high est un peu surfait
en fait, surfait sur l'idée que ça va avoir un impact. Parce que la bourse, c'est les deux prochains trimestres. Là. Mettons les 3 ou... Mettons les 4 si c'est à long terme. Là. Mais le monde ne regarde pas dans les 5 prochaines années en bourse. Là. Généralement, là, à point d'être d'un fonds d'investissement qui voit très, très loin. Là. Je comprends. Donc, moi, je pense que l'idée que le AI va avoir un impact rapide dans toutes les compagnies qui intègrent ce genre de technologie-là, je pense que ça va pas arriver. Je pense que ça va décevoir. Je pense que, écoute, Nvidia, la valeur de ça, c'est quoi? Écoute, j'en avais, moi, Jerry, à je pense, à 18-19$ à Nvidia, là. J'ai déjà eu 25 000 actions d'AMD, moi. J'avais des positions plus grosses que certains hedge funds, là. Je regarde le prix, ça me fait pleurer quand je regarde le prix maintenant, là, mais j'avais du AMD à, je pense, 1,80, là. C'est le bas. Il parlait qu'AMD s'en allait en faillite à l'époque. Puis la bonne femme est arrivée, la bonne femme d'IBM, il est arrivé à revirer ça de bord. Puis à cette heure, ben, c'est rendu quoi? Quasiment 200$, là. Je me rappelle, AMD valait quelques milliards de market cap, là. C'est n'importe quoi, là. Donc, c'est de voir à quel point la ride... Ce qui est fou, c'est que Nvidia a raidé toutes les rides. Ils ont raidé la première ride de voitures autonomes, ils ont raidé la première ride de AI, ils ont raidé la ride de crypto mining, ils ont raidé la deuxième ride de AI et de voitures autonomes. C'est toujours des rides incroyables, là. Ah, quand on parle d'une valeur boursière présentement aux alentours de 2326 milliards. 2326 milliards. Ils peuvent émettre des... Écoute, ils peuvent lever genre 10 milliards d'un matin, puis la dilution est comme marginale, là. C'est fou raide, là. Nous autres, on émet des millions d'actions pour lever 500 000 $. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joe. Puis, parce que le temps passe, puis on est comme serré une petite affaire. Puis, regarde, j'aime ça. J'aime ça. Go Panthers, go! Go Panthers, let's go Panthers. Et Oilers. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Voici Alex le pirate. Alex a des news, des techno-news, car c'est Alex le geek, le pirate techno, le techno-news geek. C'est Alex le pirate, geek à Radio Pirate. C'est fini, un octet. Ben, Alex. On dirait que je suis pas sûr de ce thème-là. Non? Ben, je sais pas. Mais pourtant, c'est son... Alex, il aime cette musique-là. Ah, ben oui. Il y a la musique qui brasse un peu, qui déménage. Ah ouais, du gros rock puis tout, là. Ouais. Oui, c'est ça. La fait, c'est qu'en réalité, il y a deux, Alex. Il y a deux. Oui, il y en a deux. Il y a le geek. Ouais. Il y a le geek, très, très geek. Et tu as Alex. Alex sur le cuir. Voilà, Alex. Moi, j'aime l'expression la maroquinerie. Ah oui. Ben donc, les gens qui travaillent le cuir. Tu sais, quand tu vas au Maroc, c'est inimaginable. Les artistes du cuir là-bas, c'est comme sauter. Là. On doit tout acheter. Là. Ils font vraiment du beau stock. Puis toi, Alex, autrement dit, t'as une passion de ça. Et là, justement, je veux que tu nous expliques ton histoire en gros du Kickstarter. Parce que moi, juste dire que moi, j'ai été testeur. J'ai eu cette chance-là d'être... parce que moi, je vais le dire aux pirates, c'est qu'on se parlait hors d'onde. Puis à un moment donné, j'ai dit, Christophe, tu fais-tu des ceintures? à un moment donné, je me suis tanné. Je dis, tu fais-tu des ceintures? Là, Alex, il dit, oui, mais là, attends un peu. Là. Oui, mais, tu sais. Ouais. Puis là, Alex m'a fait une ceinture. C'est pas à toute épreuve. Non, mais la fin, c'est que... La fait, c'est qu'il n'était pas équipé pour le faire, mais il l'a fait. C'est ça. Mais je vous le dis, là. Je l'adore. C'est la dernière ceinture. Moi, j'ai 59 ans et je vais mourir. Je vais être dans ma tombe. Puis quand ils vont me brûler, je vais avoir ma ceinture autour de la taille. Là. Ah oui, moi, je trouve ça merveilleux. Tu perds plus tes culottes. Non, c'est vrai que je perdais mes culottes souvent. Ben voyons. Donc, c'est ça. Maintenant, il se levait de sa chaise, il n'y avait plus de culottes. Oui, mais c'est ça. Mais j'avais toujours une ceinture de marde twistée, une crise de cochonnerie. Là, tu en rachètes une autre, tu payes 40$. Puis à peu près 3 mois après, Christophe est encore twisté, elle se défend en deux. Je n'étais plus capable. Là, c'est drôle parce que des fois, c'est marqué, quand tu achètes une ceinture dans les grands magasins, des fois, c'est marqué en cuir. Hein? Mais il y a toujours un mot avant.
genre simili-cuir. C'est Et quand tu es sans simili, là, je peux te dire qu'un mois après... Donc, Alex, explique-nous ton histoire de Kickstarter, puis veux pas les ceintures puis ton projet. Là. Ben, c'est ça. Comme tu dis, Jerry, l'idée, c'est que, oui, des idées, c'est pas ça qui manque. Hein, on s'entend. Moi, j'ai comme un fichier texte avec plein d'idées de ce que je veux faire comme produit, puis j'en ai comme une liste de 40. Là. Fait que c'est sûr que là, toi, tu me parles, tu me dis, hey, tu fais-tu les ceintures? Ben, pas encore. Oui, je n'ai fait quelques-unes pour moi et ma famille. Oui. Mais dans mon to-do, je suis comme genre, mettons numéro 5. Je me dis, bon, là, s'il y a une demande, on va le remettre numéro 1, tu sais. Fait que là, c'est un peu ça. Je dis, bon, que je me lance. Je savais déjà que je voulais faire quelques couleurs et tout. Cuir noir, cuir brun moyen, brun foncé, la boucle argent brillant, argent mat, ces choses-là, tu sais. Donc, je pense à tout ça, puis je dis, OK, bon, ben, je pense qu'il faut le faire là. Fait que là, Jerry, j'y envoie la sienne. Super satisfait. En même temps, ça me permet justement de commander quelques échantillons de tes couleurs pour pouvoir un peu expérimenter. Puis ben là, je me dis, ben, l'idée que je veux faire, c'est je voulais faire un Kickstarter. Un Kickstarter, c'est quoi? C'est une campagne de sociofinancement. C'est une façon, pour un créateur qui a une idée, de tester le terrain. Dans mon cas, ça s'applique un peu moins, mais dans le cas, mettons, on va dire que tu veux faire, je sais pas moi, un nouvel outil, okay? Un gros tournevis, okay? Un nouveau tournevis spécial. Ben, ça va te coûter cher en moule pour le faire fondre le métal. Ça va te coûter un espèce de overhead de départ de peut-être, mettons, je sais pas moi, 15 000, 20 000, 30 000. Fait que tu dis, je veux pas le faire si ça marche pas puis j'en vends 3. Comment je peux faire pour m'arranger pour dire, ben, s'il y a de l'intérêt, j'y vais, mais s'il n'y a pas d'intérêt, j'y vais pas. Ça me prend un cash de base pour faire, autrement dit, pour y aller. Là. C'est ça. À plus grande échelle. Exact. Dans le cas d'un objet comme ça qui demande un overhead au début, ben, tu dis, ben, je vais le mettre sur Kickstarter. Si les gens embarquent, puis j'atteins, mettons, mon objectif de, on va dire, 10 000 $, ben, je le fais. Puis si j'arrive pas à l'atteindre, personne n'est chargé, l'idée tombe à l'eau, puis il se passe rien. Fait que personne ne perd au jeu. Ni le créateur, ni les gens qui étaient intéressés, s'il y en a qui avaient un intérêt. Mais pour mon cas, moi, c'est que je voulais faire plusieurs ceintures. Et quand tu augmentes le nombre de SKU, bien évidemment, ça te coûte plus cher parce qu'il faut un peu de chaque couleur, un peu de chaque modèle. Donc, ça commence à augmenter un peu les coûts de début. Fait que je me dis, ben, je vais en faire plus d'un coup. Je ne veux pas en faire genre 3. Je vais en faire, mettons, je peux en faire 20, 30, 40, 50. T'sais. Puis à ce moment-là, moi, je peux acheter plus en gros, plus en vrac. Puis ça me permet justement de sauver un peu d'argent. Et en même temps, si les gens qui veulent m'encourager, ben, je leur donne un rabais. Elle est moins chère sur Kickstarter qu'elle le sera sur mon magasin en ligne après. Donc, c'est comme un peu une façon de dire, vous m'encouragez, mais je vous redonne un petit quelque chose en échange. Je vous donne un petit quelque chose en échange. C'est très, très bien. C'est super bien. Donc, on peut te retrouver où? Est-ce qu'il est encore en fonction, ton Kickstarter? En date d'aujourd'hui, on est mercredi, donc il reste 8 jours. Donc, vous pouvez encore faire un backing, qu'on appelle, donc une promesse d'achat, si on veut. Donc, à la fin de la campagne, c'est à ce moment-là que vous serez facturé. Et vous allez recevoir un genre d'enquête, si on veut, un genre de formulaire à remplir pour dire c'est quoi la couleur que vous voulez, ces choses-là, plus l'adresse de livraison. Puis là, moi, après ça, quelqu'un me vire les fonds. Et moi, je peux commander le matériel, puis dans les semaines qui vont suivre, les mois qui vont suivre, fabriquer les ceintures puis les envoyer une à une. Parce que sur le coup, ça a l'air simple comme ça, mais tu as une question où les couleurs, la boucle, mais c'est la grandeur. C'est moi, là, c'est une grandeur. Je suis gros, tabarouette. Moi, ça me prend quasiment une ceinture. Je ne me rappelle pas combien de pouces qu'elle a, là. Et moi, je suis plus gros, fait que ça me prend une ceinture. Puis je veux pas, quand je viens me l'attacher, je veux pas avoir juste un pouce qui dépasse. Je veux avoir un genre de 4 pouces là, qui dépasse pour pouvoir l'attacher comme il faut. Puis ça soit beau, là, en fin de compte. C'est ça. On vise toujours d'avoir un 5 trous pour une ceinture. Puis quand on donne la taille, c'est pour le trou du milieu. Fait qu'en théorie, si tu prends un peu de poids ou si tu maigris, ben, tu peux jouer et tu n'as pas changé de ceinture. C'est un petit peu ça l'idée. Puis il faut évidemment que tous les trous fonctionnent. Donc, du premier au dernier, que la ceinture passe dans le keeper puis qu'elle tienne bien, qu'elle ait l'air d'une belle ceinture, qu'elle n'ait pas comme une languette qui fait 1 mètre qui pendouille non plus, là, on s'entend. Là. Donc, on peut te rejoindre comment sur le Kickstarter, tu disais? Sur le Kickstarter.com, le lien va dans les notes de l'émission. En ce moment, tu vois, c'est le fun parce que j'ai déjà atteint l'objectif de base que je m'étais mis. Je m'étais mis 3000 comme objectif. Puis là, je suis rendu à 4771. Yes. J'ai 33 personnes qui m'ont backé. Donc, le projet va avoir lieu. Donc, si vous participez aujourd'hui ou dans les 8 prochains jours, c'est certain que ça va arriver. Donc, il n'y a plus d'incertitude à ce moment-là. Donc, tous ceux qui ont backé aujourd'hui et les prochains qui vont backer dans les prochains jours, vous allez avoir votre ceinture à la fin de la campagne. Je vais pouvoir commander le matériel puis travailler là-dessus. Il faut que tu nous parles de Scarlett Johansson. Moi j'adore Scarlett Johansson. Es-tu belle? Non, oui. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est surprenant parce que quand on la voit comme ça, Scarlett, on se dit « Ah, c'est Scarlett. » Elle n'est pas grande. Là. Scarlett, d'après moi, c'est 5 et 2 max.
Mais elle a de toute beauté. Elle a un style spécial là, à elle, Scarlett Johansson. Et là, on l'a vu dans les médias, justement, c'est hier ou avant-hier. On l'a vu sortir. Puis, elle a dit qu'elle a eu une rencontre avec un des boss de l'OpenAI. Oui. Et qui ont demandé si elle voulait donner sa voix pour une genre de voix officielle. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, OpenAI ont dévoilé il n'y a pas longtemps GPT 4.0, qui est 4.0, qui est comme la nouvelle version de leur intelligence artificielle, mais qui fait un peu tout. Ça peut générer du texte, ça peut générer des images, ça peut même interagir avec la voix, ça peut créer en temps réel une réponse. Donc, tu peux carrément lui parler comme tu faisais depuis plusieurs mois en chat. Maintenant, tu peux le faire vocal. Donc, tu peux parler avec l'AI, il va te répondre. Tu peux lui dire « Hey, regarde cette image et qu'est-ce que tu vois? » Puis là, l'AI va regarder puis il va te parler. Donc, c'est vraiment une interaction, un peu comme avec Siri, mais c'est totalement en temps réel. Puis il y a plusieurs voix, un peu comme Siri. Tu as une voix mâle, une voix féminine. Et il y a une voix qui s'appelle Sky. Et là, elle, ce qu'elle disait, c'est que il y a quelques mois, Sam Altman d'OpenAI l'a contacté pour dire « Hey, écoute, on a adoré ce que tu as fait avec le film Her, où elle jouait une intelligence artificielle. » C'est là que je voulais aller. Ben oui. L'avez-vous vu, ce film-là? Non, je ne l'ai pas vu, moi. Ah, Jerry, faut que tu vois ça. Je vais le voir en fin de semaine. Ouais. Ben là, je peux t'avertir d'avance, c'est que tu la verras pas. On s'entend. Elle n'est pas là. Elle est là, puis elle n'est pas là. OK, dans le sens qu'elle n'est pas là, tu la vois pas. C'est parce que l'histoire du film, c'est un gars qui tombe en amour avec une intelligence artificielle. OK. Mais c'est un film qui est très, très bien. Moi, j'ai adoré ce film-là. Là. C'est Joaquin Phoenix, c'est là-dedans. OK. Qui joue le rôle du gars. Puis c'est un film qui est comme... C'est comme futuriste, mais pas tant, Alex, c'est ça? Hein? C'est ça. Ben, là, avec ce qu'on voit depuis un an avec l'intelligence artificielle, c'est pratiquement comme une prémonition dans la ou les 2 prochaines années. Là, parce que tout ce que Joaquin Phoenix fait avec son intelligence artificielle est sur le point d'être faisable de nos jours. Là. Donc, on est vraiment proche. Tu as raison. Puis le film, il date de 2013. Oui. Ça veut dire qu'ils ont comme vraiment prévu, parce que le film, on peut dire que le film, il se passe comme ces années ici, là, quasiment. Oui. Tu aurais pu carrément dire en 2025, puis tout aurait fité, là. L'univers, les voitures, tout, c'est comme aujourd'hui. Là, depuis 20 ans, ça n'a pas vraiment changé, on s'entend. Fait que c'est pas mal la même genre de techno. La seule différence, c'est que son petit appareil, une espèce de petite clé USB, si on veut, dans sa poche, ben permet de marcher puis de parler avec ses écouteurs, avec son intelligence artificielle. T'sais, elle organise ses meetings, des choses comme ça, mais à un moment donné aussi, elle dit « Ah, tu m'as pas l'air super heureux ce soir, qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est là qu'il s'ouvre. Donc, tu viens attaquer le côté plus émotif de l'humain. Oui. Puis l'intelligence artificielle vient détecter justement des petits cues, puis vient comme interagir dans un moment de vulnérabilité. Et l'acteur principal, Joaquin Phoenix, est plus que... plus involved, comme vraiment plus que juste capté, il est vraiment comme dans son intelligence artificielle, puis il tombe carrément amoureux d'elle. OK. Ils ont même, on dira pas les punchs, mais ils ont même des relations. OK, je comprends. Non, on dira pas. Non, mais c'est... Mais en fait, compte, Scarlett, pourquoi elle était frue comme ça, là? Dans le sens que si elle a refusé de donner sa voix, pourquoi qu'elle est frue là? Ben c'est ça, c'est que là, elle a refusé. Elle a dit, tu sais, je suis pas certain que je veux donner ma voix, tu sais, puis en guillemets, perdre ma voix, parce qu'elle va être dorénavant utilisée peut-être pour les 20 prochaines années, tu sais. Elle a beaucoup été dans ce milieu-là avec son apparence, puis l'intelligence artificielle qui pouvait cloner des personnages, puis est-ce qu'on peut faire un acteur sans l'acteur et tout, donc elle a été beaucoup inclus là-dedans. Fait que quand elle s'est fait demander sa voix, elle était un petit peu froide à l'idée, puis elle a répondu officiellement « Non, je suis pas intéressé ». Quelques jours avant le lancement de ChatGPT 4.0, Sam Altman avait tweeté juste un tweet qui était « Her ». Puis là, tout le monde se dit, OK, genre quoi, tu vas nous faire une AI à la Her, ou tu vas avoir Scarlett Johansson, tu sais. Puis là, ça reste là. Puis là, la veille du lancement, Sam Altman revient à la charge, probablement avec une nouvelle offre, à Scarlett Johansson, puis dit, OK, on veut vraiment te prendre ta voix, voici un contrat, whatever. Et elle n'a même pas eu le temps de répondre que le lancement s'est fait. Aha. Et là, tu écoutes la voix de Sky, qui est la voix féminine par défaut, et tu te dis, c'est peut-être pas elle, mais c'est tellement proche. T'sais, même ses amis, ils l'ont appelé, ils ont dit « Hey, t'as donné ta voix à OpenAI, c'est bien cool, tu sais. » Mais non, elle l'a pas fait. Donc, il a cloné sa voix sans autorisation. Puis là, on rentre dans le domaine de « Est-ce que ma voix m'appartient? Est-ce que c'est comme mon apparence, comme mes films? Je dois être demandé, je dois autoriser. » Autoriser, c'est ça.
C'est ça. Fait que là, donc là, ça a fait un petit peu un tollé. Elle a répondu officiellement avec un communiqué de presse et tout. Puis là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de voir s'ils peuvent enlever la voix. Donc, c'est pas encore fait. Je l'ai essayé encore hier, puis ça fonctionnait encore. Puis tu l'écoutes la voix, puis comme de fait, c'est pas mal elle. Là. C'est pas mal. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com